Maire de Laval, bienvenue. Drowster, merci pour l'invitation. Je suis allé à ton podcast, là on retourne la balle. Je te retourne la faveur parce que pour vrai, c'est ça ma mentalité. Je fais pas de podcast parce que je trouve que c'est de quoi de très self-indulgent. Comme, surtout dans cette industrie, il y en a tellement. Puis si t'aimes ça te raconter, tu vas à tous les podcasts, puis t'es comme, ben là, il m'est arrivé ça, puis là, je pense ça du monde. Puis je pense que c'est comme un contradiction. Genre, je pense que c'est pas la bonne chose. Je suis content qu'il y ait beaucoup de podcasts, mais je suis pas content que tout le monde, le même monde, aille tout le temps à tous les podcasts. Mais je trouve aussi l'emploi qu'on occupe, t'es comme en partie journaliste dans le sens, dans ton approche. Puis autant être photographe que journaliste, il y a une raison pour laquelle on est derrière, tu sais. On a un réel intérêt à chercher, on veut pas être mis de l'avant. Là, c'est paradoxal qu'on est les deux de l'avant. Non, mais j'aime ça maintenant, ce serait genre hypocrite de dire que j'aime pas ça mettre de l'avant, mais non, qu'est-ce que je voulais dire par ça, c'est comme, j'ai décidé, j'allais juste aller au podcast du monde qui sont venus à ma podcast, comme ça je veux pas trop en faire. Fait que là, quand j'ai l'invitation, j'étais comme let's go. Let's go. Merci à Bonjour Québec de commencer le podcast et la saison. Grandement apprécié. La première fois que j'ai entendu parler de toi et la manière que j'ai rencontré, c'est via Zach Martel. Ouais. Je me souviens, Zach, il m'avait dit, comme Oli, je te dis, je connais un gars. Il vient de partir sur sa chaîne YouTube. Il va blow up. Ça, c'est comme au début. Ouais. Puis Zach, il a vu quelque chose en toi, puis il a su voir le relevance culturel à ta présence sur le web. Ouais, mais c'est fou. Mais tu sais, même là, je pense même pas que c'est ma première chaîne YouTube parce que, tu sais, on s'est rencontrés, je pense, en 2018. C'est même avant tout ça. C'était dans le temps, justement, vous travailliez tout à la part 200. Puis, on faisait une autre chaîne YouTube. Mais moi, tu sais, à travers Zach, qu'on est allé au cégep ensemble, c'est à travers lui que j'ai eu une espèce de pic trou à cette culture des influenceurs puis du monde numérique québécois pop, mettons. Puis lui, il les côtoyait toutes, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, comme j'avais chillé avec plein de gens que maintenant, c'est rendu comme des A-list influencers, mettons. Mais avant, il y avait tout comme 20 000 abonnés, 10 000 abonnés. Fait que là, j'avais eu un pic trou, puis j'ai continué à être tapped in dans ça. Puis à travers Zach, tu sais, comme on parlait de ça, c'est là que ça s'est venu. Puis ouais, on était juste tout le temps, tu sais, sur FaceTime à juste parler de ça. Fait que, tu sais, mes proto-vidéos, c'est littéralement des calls FaceTime avec lui. Là, Il me semble, Maire de Laval, vous l'avez pas trouvé. Non, c'était House of Work que vous avez trouvé ensemble. House of Work, c'est moi qui l'ai trouvé. On a une vidéo footage de brainstorm, mais House of Work, quel moment culturel. Ouais. Moment nightlife montréalais. Mais tu sais, les Tommy Kimpton de ce monde, les Mijad, c'est exactement ce que tu es en train de dire qu'ils ont juste blow up. Tommy qui est allé à O2 après. Ouais, mettons Alicia, tu sais, comme j'avais vu Alicia, elle était genre. Alicia, en fait, était connue, elle avait fait la voix, mais ça avait rien à voir avec, mettons, live, c'est rendu une businesswoman, entrepreneur, multi-talented, tout le kit. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? House of Work, c'était lit. Mais c'est drôle parce que Zach, justement, dans ce temps-là, tu sais, tous les clubs sur Saint-Laurent jouaient du rap. Ouais. Puis Zach était, tu sais, en 2018, c'était comme, faut jouer du house. Puis il était full passionate about it. Puis là, tu regardes maintenant, puis t'es comme, wow. Tu sais, je pense que si tu suis la trend, je pense qu'il y a plus de clubs qui vont jouer du house, qui vont jouer du rap. Je pense que dans le Zeitgeist, c'est plus populaire. Je pense que le house, la musique électronique, tu sais, avec Charlie XCX qui sort son album live, Drake qui a sorti son album de house, c'est comme, c'était dans le pop Zeitgeist. Tu sais, le house a tout le temps été populaire, mais je pense que lui avait vu comme la popification du house dans justement des clubs comme école privée qui jouaient du gros trap, du gros Migros. C'était comme, non, nous, on fait une soirée de house à école privée, puis ça a full marché. Mais je trouve que si Zach est arrivé 5 ans avant, quand justement le rap et le hip-hop commençaient à rentrer dans les boîtes, il y aurait une approche vraiment différente. Parce que lui, il est arrivé comme, au moment que, comme, OK, le rap est déjà tout établi partout, ramenons l'électro qui était là avant. C'est ça. Fait que c'est une question de timing aussi. Exact, mais c'est ça, mais c'est ça, être. C'est comme. Moi, c'est une veille médiatique ou une veille des trends, juste être à l'affût, comme c'est quoi les tendances de fond. Genre, moi, c'est quoi qui m'intéresse full. C'est ça qui a fait aussi ma chaîne. C'est genre d'être tout le temps dans cet état-là. Fait que le fait qu'à travers le foot à Lionel, j'ai rencontré quelqu'un qui était comme un peu dans le même mindset, ça a vraiment comme aidé au développement de. Mais c'est vrai que quand tu parles comme ça, dans le sens que tu étais un peu au début du trend, dans le sens où je pense qu'avec Instagram, les gens cherchaient à rendre tout beau. Le contenant par-dessus le contenu. Puis avec ta chaîne, c'était justement le propos versus la cinématographie de la chose. Exact, c'était pur contenu, il n'y a aucun contenant. Puis avec TikTok, c'est comme, c'est pas contenant, c'est contenu. For real. Effectivement, puis ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne? 2019, fait que ça fait 5 ans. C'est quand même pas tant long. Non, puis surtout qu'il y a eu plein de
on-off era. Je suis parti en voyage plein de fois. Puis j'ai pas fait de vidéo en voyage tant que ça. Il y a eu plein de... Mais tu sais, ça fait pas longtemps. Moi, en plus, là, j'ai comme un recul un peu. Tu sais, j'ai fait 250 vidéos. Peut-être qu'il y en a 240 que je compte là-dedans. J'ai comme commencé à appeler ça comme une œuvre. Dans le fond, mes 240 premières vidéos, c'était une œuvre. Ouais. Genre, j'essaie de me détacher de ça. Moi, maintenant, je suis comme... Je vous ai donné ça. Analysez-le. Puis c'est un blueprint. Moi, je dis à n'importe quel jeune qui veut se partir une chaîne, il veut parler sur Internet, check ma chaîne YouTube. C'est tout. Et là, en live, j'ai pas enlevé de vidéo. Fait que tu vois les premières vidéos dans mon sol avec la vieille cam jusqu'à interviewer tous les chefs pendant une élection. C'est tout là le journey. Fait que c'est une œuvre. Mais souvent, j'aime ça poser la question aux personnes, justement. Tu sais, parce que j'essaie de poser la question de t'es dans quelle phase de ta carrière, dans le sens où si on était dans ta biographie écrite dans 40 ans, ça serait quoi cette phase-ci? Parce que tu sais, c'est une œuvre qui s'enchaîne après une œuvre. Tu sais, c'était YouTube, puis là, ça se transige vers des médias plus traditionnels, j'ai l'impression. Ben, je sais pas. Dans le fond, c'est... Moi, je pense que je suis dans une position live où est-ce qu'il y a une crise des médias, puis j'ai un outlook différent, puis une motivation, puis juste un boldness qui, quand je vais dans ces buildings-là de médias traditionnels, ça concorde pas, mais ça les attire. Comme, quand je vais là-bas puis je parle, ils sont genre, ils ont les yeux ouverts puis ils m'écoutent. Ils sont, oh mon Dieu. Puis je pense qu'il y a comme une opportunité d'être un virus dans ces machines-là. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens... C'est en adéquation avec ce que je disais avant. Parce qu'avant, j'étais tellement en A de YouTube puis l'impact que ça avait que j'étais fuck les médias, juste YouTube is the truth. Mais là, c'est pas justement comme en connexion avec la réalité. Je pense pas que c'est la... YouTube n'est pas connecté avec la réalité? Non, avoir une vision que c'est juste YouTube. Il faut délaisser les médias derrière. Ouais. Ils vont faillite, on va pop un champagne quand ils vont fermer les portes. Comme, let's go, c'est ça. Je pense pas que c'est de quoi de responsable. Puis je sens le fait que genre je prends un step back de poster tout ça sur YouTube puis j'essaie d'entreprendre des projets plus d'envergure pour genre non seulement moi travailler, mettons, mais faire travailler du monde d'autre. Tu sais, quand je veux aller là-bas, je pitch pas genre donnez-moi une job. Ouais. Je suis comme, non, il faut tout refaire. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a trop de gens à comme convaincre. Mais je pense que je suis capable. Je pense que j'ai genre les tools, puis j'ai justement le tu sais, les médias traditionnels ou genre les industries culturelles québécoises est tellement en retard que les meetings que j'ai live puis les gens à qui j'ai accès live, si on se fiait au niveau de relevance, j'aurais dû avoir accès à ça en 2021. J'aurais dû avoir accès à ça. Mais eux, ils sont tellement en retard que là, ils parlent de moi comme si j'étais genre de new thing, whatever, mais je suis comme, yo, vous êtes tellement late. Mais c'est correct. Ouais. On peut jouer avec leur retard, genre... Mais tu vois, les transitions médiatiques se font pas comme, OK, il y a une période de comme 0 à 5, c'est X chose. C'est tout le temps en transition. C'est un diagramme de Venn, mais c'est comme... C'est pas un qui finit puis l'autre qui commence. Ça fait juste évoluer. Attends, avant toute chose, reculons un peu. T'es YouTuber. Ouais, je suis YouTuber. Puis je pense pas que les gens... les gens, évidemment, consomment du YouTube. Puis, tu sais, j'étais YouTuber avant. On en a parlé à ton podcast. Puis, je vais pas dire c'est quoi ma chaîne YouTube parce que je veux pas que les gens creusent là-dedans. Je vais regarder ça privé. Mais les gens réalisent pas comment YouTube, c'est gros. Réalisent pas la grosseur des micro-communautés. À quel point c'est profond pour tellement de sujets, de tellement de niches, de hiérarchie, d'influenceurs puis de personnes populaires qui font du contenu. Tu sais, moi, je me souviens, j'envoyais des cadeaux physiques par la poste à des YouTubers à l'époque, mettons, 2010, que j'admirais parce que je les idolâtrais, même si moi, j'avais une chaîne avec une certaine grosseur. Puis même ma copine écoutait zéro YouTube avant d'être avec moi. Puis là, depuis plus de 2 ans, on est ensemble, puis là, elle voit le potentiel de YouTube de comme quand ton algorithme il est bon, il y a tellement de choses intéressantes, infinies. Oui, c'est fou. Puis c'est... Tu sais, moi, j'ai tout le temps été un grand advocate de YouTube. J'adore YouTube. Je pense qu'au Québec, c'est un peu comme différent. Il y a moins de niches, je trouve. Mais il y a sûrement des niches que je connais pas, je suis pas tapped in. Mais je pense que justement, vu qu'on est une petite communauté, il y a des gros YouTubeurs qui visent la France, mettons. Mais moi, j'ai pris une décision concrète en 2019, comme vraiment réfléchie, que mon contenu allait être Québec-centric. Dans le sens que je vais pas faire des sujets juste pour plaire à la France. Je vais pas... Parce que j'ai quand même... on a quand même, je trouve, le Québec, on a un regard très relevant sur, mettons, la pop culture américaine, mettons. Je trouve que, mettons, quand tu regardes les plus grosses offres culturelles françaises, mettons, Quotidien avec Yann Barthès ou genre
Popcorn sur Twitch ou La Clique qui font des vidéos de rap américain, ils ont zéro un regard que je trouve intéressant sur la pop culture américaine. Je trouve que les Français l'ont pas parce qu'ils sont loin. Mais mettons que nous, on offre une émission qui couvre la pop culture américaine, elle serait bien meilleure que si on la faisait en France. Puis si moi, je faisais des vidéos YouTube sur la pop culture américaine, je pense que ça aurait bien plus... Il y a quelques vidéos qui ont bien fonctionné en France à cause que c'était sur les États-Unis. Puis je trouve que le Québec, on a ce luxe-là ou cette chance-là d'être proche des États-Unis puis un regard qui est vraiment plus ancré dans de quoi qui est proche des Américains. Puis de si on regardait, mettons, des commentateurs culturels américains, ce serait bien plus proche au niveau du contenu que les Français qui sont de l'autre bord de l'océan, qui ont ce regard un peu idolâtré l'Amérique, puis tout, puis ont ce détachement, puis cette fascination weird avec les États-Unis que nous, je trouve, on n'a pas. Fait que ça donne du contenu meilleur. Fait que moi, j'ai décidé comme, oh non, je vais pas faire mon contenu pour la France, je vais le faire juste pour le Québec. Fait que ça te limite aussi en termes de growth, je pense, faire du contenu Québec-centric, mais je l'assumais, genre, j'étais juste comme... J'ai plein de choses à dire là-dessus. De un, j'ai lu un livre qui a vraiment changé ma vie, qui s'appelle Code Québec. Fait que c'est par un professeur du HEC combiné avec Monsieur Léger de Léger Marketing, donc les sondages. Fait qu'ils ont pris juste tellement de données de sondages pour établir c'est quoi les 7 traits de personnalité du Québécois. C'était tellement intéressant parce que je nous ai observés d'une manière tellement différente, basée sur des sondages, sur des statistiques puis sur des valeurs. C'est autant des traits, on pourrait dire, positifs que négatifs. Ça m'a vraiment fait réaliser justement la place à quel point qu'on est privilégié d'avoir la place qu'on a. On a une main tendue vers l'Europe, on a une main tendue vers le Canada anglais, puis on a une main tendue vers les États-Unis. Justement, ils ont posé une question dans le livre aux Québécois. À quel groupe tu as le plus grand sentiment d'appartenance à part être Québécois? Les réponses étaient 1 tiers Canada anglais, 1 tiers États-Unis, 1 tiers France. Wow, mais c'était publié quand, ça? Ça doit faire peut-être 2017, 2018, j'ai l'impression. OK. Évidemment, ça évolue, mais tu sais, le fait qu'on a 2 fois plus de villages au Québec qu'en Ontario, comment ça change aussi la psychologie sociétale. Puis justement, je trouve, tu mets tellement le doigt dessus à quel point on est tellement privilégié d'être justement entre ces mondes. Tu sais, oui, on est capitaliste comme les États-Unis, on a les valeurs canadiennes, on a l'aspect culturel plus de gauche de la France, tu sais, l'aspect d'apéro, l'aspect d'investir dans la culture, etc. Puis je trouve que c'est tellement un beau cocktail. Puis c'est drôle aussi que tu dises que tu voulais faire Québec-centric parce que pendant longtemps, j'avais des ambitions photographiques, tu sais, d'être à Washington, D.C., être publié avec National Geographic, être vraiment sur la scène internationale. Mais un jour, j'ai comme eu un switch avec le bouddhisme que je suis comme, yo, on est bien ici. On est bien, puis on peut vivre de ce qu'on fait. Oui, on va pas être riche comme Kendall Jenner, mais on peut vivre d'une manière saine dans une société avec peu de criminalité, avec un système de santé gratuit. Puis c'est juste de comme changer... d'être moins avare, d'être comme, OK, on peut faire quelque chose de vraiment bien ici pour avoir un impact sur notre propre culture. Exact. Pour la léguer. Ben, c'est ça que moi, je trouve intéressant aussi. Puis, tu sais, avec, mettons, faire les projets que j'ai fait dans les dernières années, je trouve ça absurde comment on est tellement une petite société. Du moment que tu rentres, c'est un peu dans je sais pas, tu gagnes un peu de crédibilité ou whatever, t'as accès aux pools les plus, genre, powerful de cette province assez rapidement. Vraiment vite. Puis on est tellement une petite société, tu sais, on est tellement comme mettons, je parle juste à Québec Twitter. Moi, je suis full sur Twitter. Comme c'est tellement une petite communauté, mais t'as tous les politiciens, tous les journalistes, puis tous les gens qui s'intéressent, puis tous les trolls, mettons. Puis tu peux shape ça full facilement avec pas tant d'influence. Il y a des comptes sur Twitter, ils ont 200 abonnés, mais comme ils sont à the pulse de genre le discours politique puis de la discussion qui se passe en ce moment, puis ils ont une influence sur le discours, mais ils ont juste 200 abonnés. Mais Twitter, fait, c'est ça, c'est un avantage d'être une petite société. Je trouve on se comme flagelle, c'est comme on n'est pas assez au Québec, nanana. Mais c'est comme, ouais, c'est actually dope. Mais tu sais, le prochain next step à ton évolution, c'est que tu deviennes souverainiste. Es-tu souverainiste? On va en parler. C'est dans les plans d'en parler tantôt, no joke, parce que j'ai entendu un commentaire que t'avais dit, puis je veux tellement que t'élabores à propos de la PCU, mais on va revenir. OK, fait quelque chose que je trouve que tu fais vraiment bien, c'est naviguer entre la culture pop et la culture politique. Okay, qui d'autre, selon toi, essaie de faire ça? Au Québec, ça? Ouais, au Québec. Ben, je trouve que, mettons, si on veut donner les fleurs aux gens, je trouve que Infoman l'a fait. C'est vrai. Je trouve que Marc Labrèche le fait, mais lui, il le fait plus caricaturalement. Mais mettons web. Web, c'est peut-être, tu sais, moi, j'aime Bumbo Clip, c'est une chaîne YouTube, mais
il poste pas beaucoup, puis il a pas bossé. Mais sinon, je pense pas qu'il y a vraiment sur le web. Il y en a sûrement sur TikTok, whatever. Je suis pas tant tapped-in dans le commentary au Québec. Moi, je pense que quand il y avait un vide, je l'ai rempli. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon contenu, il était comme unique, mais là, il s'est dilué à travers TikTok. Puis moi, j'ai jamais encore fait une offensive TikTok. Mais je la garde. À un moment donné, je vais le faire. Puis tu sais, moi, j'ai des heures puis des heures de contenu sur Internet. À un moment donné, tu sais, comme on avait fait une expérience avec une de mes mods sur Twitch, elle avait juste commencé à poster des vieux clips de faits divers sur TikTok. Tu sais, il y a plein d'heures de footage. Puis en l'espace, je pense... 10 TikTok en 3 semaines, elle a généré genre 3,5 millions de vues sur TikTok. T'sais, on n'a jamais genre juste pris une offensive TikTok. À m'emmener, quand ça va être le moment de build a momentum, je vais le faire. Ouais. Mais ouais, fait que je pense que mon contenu, il existait, il était unique. Puis là, à travers TikTok, il s'est comme dilué dans plein de gens. Dans le sens que mon contenu n'était pas si unique, il n'est pas si difficile à faire. Tout ce qui s'apprend, c'est quelqu'un qui décide de s'exprimer. Puis ça, c'est rare des fois, ou juste de parler, puis qui se filme, puis qui le diffuse. Mais là, mettons, on prend l'exemple parfait, mettons OD. Mettons, il y a un épisode d'OD qui se passe le dimanche. Ben, le lundi, tu vas avoir 4 personnes qui vont poster des TikTok, genre, voici ce que je pense, voici une joke, voici le meme de cette émission. Mais ça, c'est de quoi qu'avant, j'étais comme le seul à faire, mettons. Mais là, ça s'est dilué dans plein de gens qui font pas ça aussi sérieusement que moi. Je suis comme, j'ai une chaîne YouTube, je fais du commentary, whatever. Mais ils font la même chose. C'est juste... ça, c'est bon. Moi, je trouve ça bon parce que je trouve que le commentary, c'est full important. Tu me dis, nommé au Québec, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font tant du commentary. Je pense Olivier Niquet, mettons, genre, lui, il fait ça un peu, il merge la pop culture et la culture politique. Mais il y a comme ces weird, genre, des obsessions, puis comme fascination qui comme rapporte tout le temps, puis c'est son shit, genre. Ça sauce. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, je pense que c'est ça, mais. Parce que, mettons, tu fais des commentaires, tu faisais des commentaires avec Pierre sur Double, puis tu as aussi fait une folle émission, une folle série qui s'appelle L'Assemblée. Et je trouve ça important de le mentionner parce que c'est beaucoup de travail de réussir à faire ça. En gros, avant les dernières élections provinciales, tu as invité les différents politiciens, les chefs des partis à venir dans ton studio puis à enregistrer des émissions. Puis c'est tellement drôle, tu sais, le fait que tu leur montres du street rap, d'être comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, parce que je pense que les journalistes font un bon travail d'essayer de tout le temps poke puis tout. Puis même des fois, comme c'est quand même intense la manière qu'ils poke des politiciens en mêlée de presse puis tout. Mais tu sais, le fait que tu leur montres une partie de la culture québécoise que justement, ils se font jamais demander, c'était tellement juteux et savoureux. Puis ça m'a fait penser au... j'ai photographié le lancement du REM. Puis, wow, là, il y avait tout le monde. Là, il y avait tout le monde. Il y avait Justin Trudeau, il y avait Catherine Fournier, Valérie Plante, François Legault. Il y a sûrement Philippe Couillard. Il y avait Philippe Couillard parce que c'est lui qui avait initié. Je pense qu'il y avait Denis Coderre. Il y avait tout le monde, dans le fond. Ouais. C'est fou. C'est la première fois que j'assistais à un événement comme ça que tu vois beaucoup de personnes importantes en politique sous un même toit. C'est fou quand... tu peux un peu le sentir à la caméra, mais de voir vraiment comment ils s'interagissent on and off camera, puis voir vraiment leur personnalité. Qu'est-ce que tu remarques? Ça m'a quand même chamboulé mes idées préconçues. Par exemple, je trouve... Justin Trudeau, ça paraît que il vient d'une famille de politiciens puis qu'il est dans la politique depuis vraiment longtemps. Il sait quoi dire, comment bien le dire. Puis si-tu tout le temps on, justement, quand il est en public de même, c'est genre. Mais c'est tout le politique. C'est ça. Tandis que François Legault, ça m'a vraiment surpris parce que je suis comme. Tu l'as dit avant qu'on commence à enregistrer, très chaleureux. Ouais. Tu sais, t'es comme, wow, OK, c'est un mononcle. Ouais, exact. C'est un mononcle qui lead une province. Mais. Mettons, t'étais dans la pièce, qui runnait the room? Genre, c'était qui que tout le monde... C'est qui tu sais, on parle, c'est une expression de alpha male, genre, when you're in a room, you need to run the room. J'ai pas remarqué personne particulièrement. OK, ouais. Peut-être plus les leaders de CDPQ Infra. OK, ouais. Mais parce que c'est leur projet. Mais ouais, c'était super fascinant. Donc, ça m'amène à la question, quel politicien t'a impressionné? Tout le monde me pose cette question. Puis j'ai tout le temps la même réponse. Dans le fond, j'ai fait les entrevues. Tout le monde était bien correct. J'ai pas... Mais mettons, moi, je trouve la meilleure entrevue de ces 4 entrevues, c'est l'entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis c'est même pas un biais politique. Là. Je trouve juste que niveau objectif, j'analyse le contenu, puis à quel point on est allé deep dans la convo. Puis c'était pas une convo électoraliste, c'était juste une convo sur le Québec, mettons. Puis ça m'a vraiment intéressé. Puis dans la discussion, on va très loin dans comme la perception du mouvement, les perceptions sur le mouvement nationaliste, reliées à la xénophobie, reliées à tout ça, à l'intolérance. Puis on va deep dedans, puis on en parle de comment, genre, la relation du PQ avec les communautés, j'aime pas les immigrants, mettons, ou les gens comme qui sont pas ethniquement québécois de
souche, whatever. Puis on en parle pendant longtemps, puis c'est 1 heure, tu sais, puis c'est full bon. Fait que là, l'entrevue finit, puis comme tous les chefs sont juste partis après l'entrevue, mais lui, comme il est resté, puis il voulait vraiment me parler. Il voulait vraiment qu'on discute. On a continué la conversation. Puis ça, sur le coup, j'étais comme, OK, il y a rien à gagner de ça. À part que peut-être je le raconte live, tu sais. Peut-être c'était un play politicien next level, ça y a. Peut-être juste prendre le pouls. Ouais, non, mais je trouvais que ça lui tenait à cœur de me passer son idée puis qu'on continue la conversation. Puis c'était très humain, justement. C'était très... Comme là, on vient de parler pour vrai. On vient pas juste de performer une discussion. On vient de parler pour vrai. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je trouve aussi que ce qui est drôle, c'est que, mettons, Dominique Anglade, je trouve que quand les médias parlent de Dominique Anglade, puis j'ai fait tellement de recherches pour ça, fait que j'ai tout écouté quand on parlait d'elle, les gens vont tout le temps prendre, peut-être les photographes en plus, tu sais comment c'est important, on va tout le temps prendre des photos d'elle où est-ce qu'elle comme écrit, ou des photos d'elle où est-ce qu'elle passe, elle a les sourcils froncés. Tu sais, mettons, au panel politique de Patrice Roy, on va parler de quelqu'un, puis on va mettre sa photo, tu sais, comme pendant qu'on parle. Puis Dominique Anglade, c'était tout le temps des photos d'elle où est-ce qu'elle était comme en colère. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, j'avais vu des entrevues d'elle, mais elle est arrivée, puis elle était tellement comme gentille, chaleureuse, souriante, genre comme, tu sais, c'est une personnalité pétillante, genre. Ouais. Puis je l'avais pas comme imaginé comme ça, puis ça m'a full pris par surprise. J'étais comme, wow, tu vois comment comme les médias contrôlent, genre, notre perception full. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est ça avec tous les politiciens. Il y a tellement souvent des photos de politiciens à tous les jours, tu sais, parce qu'il doit tout le temps avoir une nouvelle image qui supporte un article. C'est fou comment... Tu sais, OK, je dois avouer que c'est difficile de prendre en photo quelqu'un qui parle parce que c'est rare qu'on est beau quand on parle, quand tu figes, tu sais, parce que ta bouche est ouverte puis croche puis tout. Mais c'est vrai que souvent, c'est jamais... Comme l'énorme majorité des photos que je vois sur Radio-Can ou autres, j'accepterais jamais de mettre une photo de ça d'une personne que moi je prends en photo pour une tournée musicale, une tournée d'humoriste ou autre. Parce que je trouve que ça la rend pas digne. Mais c'est fou comment ils l'utilisent. Puis j'imagine... C'est drôle que tu l'as remarqué pour Dominique. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a des tropes aussi comme ancré dans le fait que c'est une femme, dans le fait que c'est une femme noire. Genre, je pense qu'il y a cette dépiction de comme la femme noire en colère. Genre, c'est comme un trope qui est full populaire, qui est full utilisé. Puis je pense qu'il a souvent été mis sur elle. Puis tu regardes les discours, mettons. Moi, je suis quelqu'un qui aime les commentaires sur Internet. C'est comme ça mon juice. J'adore lire les commentaires. Les gens, ils pensent que c'est pas important. Je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Puis les gens ont beaucoup cette perception-là d'elle, qui était tout le temps fâchée, je le lisais. Fait que je pense que je l'ai internalisé aussi. Mais c'était juste comme justement un trope, c'était une image, c'était pas vrai. Elle était full gentille. Puis je trouvais elle a bien performé, mais les élections ont dit le contraire. Moi, j'aime la campagne de Dominique Anglade. C'est comme juste avant le débat, l'espèce de TikTok, genre I got a... Je sais pas si t'as vu, c'était elle qui danse avant le débat sur genre I got a feeling des Black Eyed Peas. Ah genre, ouais, no way. Moi, j'aime ce genre de shit de com, tu sais, parce que là, il y a comme les élections. Moi, je suis live, je suis genre hypnotisé par qu'est-ce qui se passe en France depuis 2 semaines. Ouais, c'est cool. Genre... Tu sais, j'ai presque envie d'aller là-bas. Puis avant les Olympiques, c'est ça qui est fou. Ouais, tout est parfait. Déjà que tout bouillait. Ouais. Là, ça fait juste... Ouais, puis c'est ça, fait... Puis tu sais, Jordan Bardella, il y a une stratégie de com... c'est le chef du Rassemblement national, il y a une stratégie de com full intéressante sur TikTok parce que c'est pas... Oui, il y a du contenu plus sérieux, filmé, qui s'adresse à la nation ou des clips de shows de télé, mais le contenu qui performe le mieux pour lui, c'est du contenu dans une green room où est-ce qu'il y a des bonbons, puis il est comme « Ah, j'ai faim ». Puis là, il va prendre des bonbons, puis là, tu le vois manger des bonbons. Wow. Puis là, c'est comme candid content. Puis ça va dans une théorie de marketing aussi du UGC, le User Generated Content. Ouais. Les compagnies veulent plus nécessairement payer des influenceurs. Ils veulent que ça ait de l'air authentique, comme « Oh my God, j'ai acheté cette brosse à cheveux, c'est incroyable. » Genre, regardez sur Amazon. Puis c'est un peu ça, là. On est justement pas ce contenu, on n'est pas ce contenant. Ouais. On veut juste des humains. On veut juste des gens. Genre. Ouais. C'est ce que je dis depuis longtemps. J'ai pas tant suivi la transition, mais comment s'est faite la transition entre Marine Le Pen et lui? Dans le fond, après les présidentielles... les dernières? Ouais, en 2022, justement. Marine Le Pen s'est pas représentée à la présidence du Rassemblement national, puis il s'est présenté. Okay. Mais elle est encore dans le conseil d'administration. C'est encore elle qui run le parti, mais c'est plus elle la face. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore son parti. Fait que lui serait président. Non, ben, je pense que s'il y avait une élection présidentielle, ça dépend comment il va performer là, mais je pense que si aux prochaines présidentielles, j'aurais tendance à croire que c'est Marine Le Pen qui se présenterait. Okay. Mais là, pour être à Matignon, là, pour être premier ministre, ça va être lui. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer.
Les sondages sont sortis, genre, tu sais, ils ont des bons sondages. Puis le Front populaire, comme il est là, ils sont à quelques points du Rassemblement national. Puis Jordan Bardella, il y a un bon... Je sais pas si tu connais le complément d'enquête en France. Non. C'est comme leur... Ben, c'est nous, j'imagine qu'on a copié. Mais c'est comme... c'est leur enquête, mettons, sur France Télévisions. Puis en janvier, on sorti un complément d'enquête sur Jordan Bardella. Puis à l'intérieur, ils ont réussi à interviewer le gars qui l'a comme... coaché en... Son mentor. Non, coaché en public speaking. Okay. C'est comme quelqu'un qui est full avec les politiciens, comment qu'il faut que tu dises bonjour, faut que tu sois avec un sourire, genre, faut que tu sois content d'être là. Puis là, ils ont réussi à l'avoir, lui, il est plus avec lui, puis il parlait de Jordan Bardella quand il l'a rencontré, puis il était comme, tu sais, c'est des mots durs, c'est une coquille vide, ce gars-là. Quand je l'ai rencontré, il lisait pas beaucoup, il faisait rien, il était juste bon dans les éléments de langage. Puis Jordan Bardella, c'est comme une bête de communication. Il est bon pour répéter des choses, mais quand tu regardes les débats, mettons son débat avec Gabriel Attal ou le débat avec Manon Aubry, il n'a pas la maîtrise des dossiers. Il est bon juste pour... Tu sais, moi, j'ai cette joke-là que genre, je travaille avec cette joke, mais c'est comme une performance, dans le fond. C'est une expérience que j'aimerais faire. J'aimerais ça me présenter vraiment à la mairie de Laval pour vrai, puis que mon programme, ce soit juste une mesure. Okay? Puis que la mesure, ce soit... littéralement juste une. Puis ce serait juste ça que je parle. Je dis, moi, si vous votez pour moi, on va détruire les galeries Laval en direct à la télé. C'est juste ça ma mesure. Puis peu importe c'est quoi les questions qu'on me pose, c'est comme qu'est-ce que vous allez faire avec les pistes cyclables et le transport en commun. Je fais juste écouter tout le monde. Moi, si vous votez pour moi, une chose que je veux dire aux Lavallois, on va détruire les galeries Laval en live à la télé. Puis là, ouais, mais vous répondez pas à la question. Non, mais je suis très sérieux. Moi, je vais faire ce que je dis. On va les détruire en direct à la télévision. Puis tu fais juste répéter ça constamment. Puis c'est un espèce de post-Trump. Genre, je pense que la politique, ça pourrait juste être ça. Juste un meme, puis juste de la communication. On s'en... Tu sais, je sais pas pourquoi j'arrive à ça, mais parce que je pense beaucoup à cette idée-là de faire ça déjà. Mais là, je le dis, là, mais genre, je trouve ça drôle. Je pense que ce serait comme une expérience politique. Genre, on pourrait écrire dessus. J'avais vu une vidéo du langage. C'était, je pense, Vox qui avait publié ça à l'époque. Il y a peut-être 5 ans, mais ils ont analysé le langage de Trump, la simplification de son langage, à quel point il y a très, très peu de mots, plus que 3... Comment on appelle ça? Syllabes. Ouais, 3 syllabes. Puis tout le temps, début de phrase, fin de phrase, tout le temps calculé. Mais je suis vraiment impressionné par la France, comment il laisse des vraiment jeunes. Il laisse de la place à des... Tu sais, Gabriel Attal. Ouais, 35 ans. C'est ça, 35 ans, premier ministre. Ouais. Puis là, Jordan... Qui a genre 2 ans de moins que moi. 2 ans de plus que moi. C'est fou, ça, tu sais, pareil. Ouais. C'est impressionnant pour un pays qui est quand même un peu conservateur, tu sais. Ouais, mais je sais pas de où est-ce que ça vient. Je pense que c'est juste le produit, justement, qu'on a peut-être pas nécessairement besoin des politiciens. Tu sais, comme, mettons, Jean-Luc Mélenchon, là, tu y parles, t'entends ses débats, ses allocutions publiques. C'est tellement profond, son engagement politique est ancré dans de quoi tellement dense en termes de théorie. Puis je pense que ça, c'est justement en adéquation avec notre époque. On a besoin de quelque chose de léger, de facile à comprendre, de pas terni par le temps. Fait, je pense que c'est intéressant, les jeunes en politique, parce que c'est juste vide. Mais je pense, pour revenir à PSPP, il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées par lui, par justement son... Tu sais, justement, le fait qu'il prenne le temps, autant toi à l'Assemblée, mais tu sais, même ma mère puis mes parents tout le temps été fédéralistes, tu sais, venant du West Island de Montréal. C'est comme, wow, PSPP. Tu sais, quoi, il étudie à Oxford University. Tu sais, c'est comme vraiment quelqu'un d'intelligent. Ouais, ben il étudie à Oxford, il habite en Norvège, il a failli faire sa vie là-bas, il parle norvégien. Ah, wow. Pas ça. Il est allé faire un échange étudiant là-bas, il a rencontré une femme, il est resté full longtemps avec elle, puis il a failli vivre toute sa vie en Norvège. Wow. Puis c'est ça, il avait fait une vidéo sur son TikTok tout en norvégien, puis là, les grosses chaînes de télé d'État l'avaient repris, genre, puis il l'avait diffusé là-bas, comme, ou je pense qu'il avait fait un reportage sur lui, whatever. Mais non, il est brillant, for sure. Mais je pense aussi que, tu sais, Gabriel Attal, c'est un peu comme Pierre Poilievre aussi. Tu sais, je trouve que Pierre Poilievre, à un moment donné, quand on va arriver plus proche des élections, ses électeurs, mettons, on regarde au Québec, les conservateurs au Québec, vont souvent dire à Gabriel Nadeau-Dubois qu'il n'a rien fait dans la vie. Genre. Il a juste fait de la politique. Il a fait des mouvements étudiants, après il a fait de la politique. Mais Pierre Poilievre, il fait de la politique depuis qu'il a 19 ans. Là, il n'y a pas eu d'autres emplois. Tu sais, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un Trump. Fait que souvent, les gens essaient de comparer Poilievre à Trump, mais moi, je suis comme, il n'y a rien de Trump. He don't got that dog in him. Moi, je regarde Trump, puis je suis
comme, wow, genre, il y a un aura, genre, incroyable. Poilievre, il l'a pas. Genre, je suis désolé, c'est même pas de quoi de politique, c'est vraiment de quoi de vibes. Je regarde le gars en tant que tel, c'est pas Trump. Puis je pense que c'est justement medias de message, whatever, qu'est-ce qu'ils disent, là. Il y a juste l'air de, comme, du populiste conservateur de droite qui est comme blablabla, mais ça l'est pas deep down. Je pense pas qu'il l'a à l'intérieur de lui. Fait, est-ce que, je pense que la vraie question, c'est pas est-ce que Poilievre va être assez bon, mais c'est est-ce que les gens détestent assez Justin pour faire rentrer Poilievre, mais je pense pas qu'il va créer un espèce de mouvement de fond comme Trump a fait. Non. Il l'a pas à l'intérieur de lui, genre. Moi, j'étais vraiment impressionné par Andrew Scheer, à quel point il y avait des politiques de gauche pour un conservateur. Andrew Scheer. Fait attends, Andrew Scheer, c'était il y a 2 élections provinciales. C'était même pas... Parce qu'il y en avait eu un entre les deux, hein? Le gars avec les bras croisés. Fédéral, il était chauve, cheveux blancs. C'était pas Andrew Scheer. Je me rappelle plus de son nom. Mais moi, je trouve que... Tu sais, c'est drôle parce qu'on est au Québec. Moi, je pense que le Québec devrait être un pays. Puis je trouve que quand j'étais jeune, c'était Stephen Harper, le premier ministre. Ouais. Puis je regardais juste la télé francophone. Je regardais pas la politique sur YouTube, mettons. Fait que je voyais juste Stephen Harper parler en français. Puis je comprenais pas pourquoi il était premier ministre. J'étais comme, il est donc bien cave, notre premier ministre. Je comprenais pas. Je trouvais ça, c'était une blague. J'étais comme, mais... Puis là, après, bien plus tard, j'ai écouté plein de speeches de lui en anglais. Puis j'étais comme, oh my God, OK, il y a de quoi, genre. Mais tu sais, en France, je pense que les conservateurs font de quoi de mauvais. C'est parce qu'il faut passer par le Québec, sort of, pour avoir un gouvernement majoritaire. Qu'il faut quelqu'un qui parle bien français. Puis Poilievre parle mieux français que... Juste donner des entrevues, ça l'aiderait. Ouais, mais là, il commence à en donner. Là, il commence. Ouais. Mais on s'entend qu'il a quand même boycotté l'écosystème médiatique québécois pendant longtemps. Mais parce qu'il n'y a pas de programme pour l'instant, puis il sait, c'est pas à son avantage de faire... il n'a pas encore fait son programme. Il y a des slogans, ouais. Si, c'est mieux en tweet. C'est mieux faire... non, mais c'est mieux faire des tweets inflammatoires puis que les médias le couvrent que toi, t'ailles parler aux médias. C'est hallucinant qu'il insulte genre des maires et des mairesses. Moi, je trouve ça bon. Là. Comme, je comprends pas comment tu peux insulter des maires et des mairesses que tu vas devoir deal avec dans une couple d'années si tu crois que tu vas être élu, tu sais. Pour la pérennité de ta vie en politique, tu as quand même besoin d'avoir, tu sais, des gens... Mais je pense qu'il va pouvoir travailler avec eux. C'est le pouvoir. Genre, dans le fond, peu importe même s'il est très d'incompétent, c'est juste pour le engagement farming. Tu sais, c'est même pas... Je pense même pas que... C'est une stratégie de com. Là. Comme je pense pas qu'il traiterait, mettons, Valérie Plante d'incompétente dans sa face. Non, mais c'est quand même bold de le faire. C'est ça. On sent qu'il veut être élu. Je trouve ça intéressant. Mais... Parce que c'est non seulement mettre la personne un peu à dos, mais c'est aussi mettre un énorme pan de la population qui supporte ces personnes-là, que ce soit Valérie Plante ou d'autres personnes. T'sais, c'est pas la seule mairesse qui a insulté. Mais c'est pas les gens les plus vocaux. Mettons, tu regardes dans sa chambre d'écho, lui, quand il les a traités d'incompétents, tout le monde était comme « Oh my God, enfin quelqu'un qui le dit. » genre Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'ils sont incompétents. Fait qu'il a juste embody ce sentiment-là. Il a pris le burden. Après, on est passé à autre chose qu'ils ont traités d'incompétents. Ouais. On n'est plus dans cette ère-là de... Moi, j'ai une théorie que les gens qui n'habitent pas à Montréal n'aiment pas Valérie Plante et les gens qui habitent à Montréal aiment Valérie Plante. Ça, c'est intéressant parce que j'en parle. Je travaille sur un documentaire live sur justement le transport au Québec. Puis, ça, c'est pour YouTube, mettons. J'appelle mes essais vidéo, mettons. Puis, j'ai remarqué ça aussi. Je pense que les gens, mettons, tu sais, ma blonde, elle habite proche de la Plaza Saint-Hubert. Okay? Puis là, ils vont la piétoniser. Ouais. Puis, nous, ce printemps, on était sur Saint-Hubert, puis on était comme « Oh my God, ce serait tellement nice que ce soit piétonnisé. » On est quand même souvent là. Puis, 2-3, genre peut-être un mois plus tard, ils annoncent piétonisation pour l'été. Puis on était comme « Oh my God, wow! Ça va être full nice. » Genre, comme, ça, il va y avoir plein de gens, ça va être full nice pour les commerçants, puis tout. Puis là, tu vas sur Twitter, tu checkes les comments, puis tout le monde est comme « Ah, en tout cas, moi, j'irais plus s'il n'y a plus de parking dans la nage. » Je suis comme « Ouais, mais bro, c'était pas pour toi. » C'est ça. C'est genre, tu t'es pas dans Villeray, genre, t'es pas là à, genre, habiter là, mettons, comme, fait je peux comprendre comment tu peux pas aimer Montréal quand t'habites à l'extérieur, parce que oui, c'est cher à rentrer. Ouais. Mais quand t'es dedans, quand t'es proche d'une ligne de métro, c'est tellement smooth. Ben oui, tu sais, puis... tu sais, c'est full montréalo-centrique comme point de vue, mais le monde, tu sais, ou un autre discours, tu sais, sur le danger dans le métro, là. Ouais. Je reconnais qu'il y a plein de shit fucked up. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis dans le métro, je marche, c'est full drôle, puis c'est pas tant, il y a pas tant longtemps. Puis, il y a un agent de la STM qui me fixe, genre.
Puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, là, il s'en vient vers moi, puis là, il est full bite, mais là, dès qu'on arrive proche, il me fait un gros sourire, il est comme, yo, j'adore tes vidéos, nanana. Je suis comme, ah, let's go. Fait que là, mais tu sais, moi, je gratte pas une occasion, je suis comme en mode études sociologiques, anthropologiques. Je suis comme, puis comment ça se passe dans le métro, nanana. Puis là, il me raconte la réalité, puis il est comme, yo, je me suis fait genre agresser 2 fois dans les dernières semaines, il y a du monde fucked up, il y a plein de consommation de drogue. Puis là, moi, j'y pose la question, je dis, ouais, mais tu penses-tu que c'est un peu blow-up dans les médias, puis que c'est pas si dangereux que, mettons, avant, puis il est comme, oh non, t'as juste été chanceux, pour vrai, c'est vraiment pire que c'était. Fait que, tu sais, là, j'ai comme une source primaire qui me dit ça, faut que je la prenne en considération pour mon analyse. Mais après, moi, je prends le métro tous les jours, puis dans les stations qui mettent en rouge, mettons, genre comme étant dangereuses, genre, il y a rien qui m'arrive, puis c'est comme convivial, puis des fois... Puis là, tu vois dans les comments sur Internet où les intervenants à Québécois, Cube Radio, ils parlent de comme... C'est comme si c'était un champ de mine, comme si c'était Kharkiv, genre, comme si c'était la fucking Ukraine. Là. Genre, puis c'est comme... Non, c'est genre, c'est posé, là. Mais les médias font ça. Ça crée des fausses réalités. Puis c'est ça qui est intéressant avec les médias. On peut dire ce qu'on veut, puis le créer, puis ça y le monde. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Mais genre, ouais, je sais comme pas. J'ai un oncle qui a émis verbalement une critique de Valérie Plante. Je suis comme, mais pourquoi tu l'aimes pas? Il est comme, elle a monté les taxes. Je suis comme, ouais, mais c'est pas toi qui vas les payer. Pourquoi tu n'aimes pas la personne si elle a augmenté les taxes, tu sais? Mm-hmm. Dans le sens, ça affecte les Montréalais, ça affecte pas ceux qui vivent à l'extérieur de Montréal, tu sais. Puis la majorité des gens qui habitent à Montréal, c'est même pas des propriétaires là, en tant que tel. Mais tu sais, le monde, parce qu'après, tu sais, on veut aller vraiment deep dans le political discourse. Le monde, là, mettons, des chroniqueurs de Radio X ou tout, Jeff Fillion, puis tout, ils disent que c'est une communiste. Ouais. Fait que tu peux pas... Genre, tu sais, pour moi, Valérie Plante, c'est comme la représentation du néolibéralisme. Il y a aucun moment où est-ce que je suis comme c'est une commis, c'est une camarade. Il y a aucun moment où est-ce que je suis comme c'est une communiste. Tu sais, elle va à Davos, elle va parler à CNN, elle prend une photo avec Bill Gates. Tu sais, pour moi, c'est comme la bourgeoisie néolibérale, Valérie Plante. Là. Puis je dis pas ça d'une posture de moi, je suis full le gaucho néo-marxiste. Là. Juste une observation objective. Là. Fait que je suis comme... Si tu t'essayes de comme rationaliser du monde qui dit qu'elle est communiste, ça fonctionne pas. C'est pas une communiste. Fait que, tu sais, ça sert à rien, en fait. Je pense que... Parle-nous de ta transition vers l'indépendantisme. Parce que j'ai entendu dire... Je pense que je l'avais entendu, je me souviens plus où. Arad. Podcast de Jay, ça se peut-tu? Non, Arad. Arad, ouais, c'est ça. Oui, exact. Avec Olivier Herbeaumont. Shout-out à Olivier. Ouais, shout-out. Tu sais, je peux le dire live. Ah, OK, non, j'ai même pas envie d'exposer Radio-Canada. Fuck it. Dans cette entrevue-là, là, j'ai parlé de la Palestine 3 fois, puis les 3 fois, ils l'ont coupé. Ah ouais. Puis là, Olivier m'a dit, c'est pas moi qui décide. J'étais comme, wow, ok, ça, on va le couper. Tu peux le blipper. Non, plus pas. Mais oui. Ouais, non. Bon, j'ai dit ça. Mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ta transition vers l'indépendance. Ben parce que moi, j'essaie dans cette entrevue-là, j'avais une démarche justement performative. J'essayais de créer des mimes. Ça a fonctionné un peu. Quand j'ai dit que j'étais souverainiste à cause de la PCU, ça a full tourné. Il y a des blogs qui m'ont repost, il y a des TikTok qui a go viral, des gens qui m'insultent. Tout. J'étais comme juste dans une démarche Internet. J'étais genre, je veux voir qu'est-ce qui pourrait. Mais tu sais, c'est poétique, là. C'est pas vrai, là. C'est pas la poésie. C'est pas la PCU qui m'a rendu souverainiste. C'est une idée. C'est l'idée que quand on est un pays, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas la PCU en tant que telle. Moi, je pense que je me perds un peu dans essayer d'avoir une full crédibilité politique au niveau comme de policy et tout, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut que je fasse ici. Je pense qu'il faut juste que je sois là pour dire qu'est-ce que je ressens ou genre qu'est-ce que les gens ressentent. Puis j'ai le feeling, je veux que le Québec soit un pays, c'est un feeling. C'est un argument comme émotionnel que je veux mettre de l'avant. Je pense que c'est la continuité de l'histoire du Québec. Puis je pense que quand on l'abandonne à un espèce de sentiment de danger qu'il faut faire l'indépendance parce qu'on est en danger, c'est pas productif. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont laissé ça aller pendant longtemps, puis on associe ça maintenant à un renfermement sur soi. Quand non, c'est une ouverture vers le monde, créer un pays comme on est là, on va être comme nous, on est le Québec, on est le 3e pays d'Amérique du Nord. Venez ici, on a de l'hydroélectricité, on a la meilleure ville au monde, puis on est là, genre. Tu sais, comme Montréal, là, en ce moment, là, est sur une grosse pause. Tu sais, bonjour Québec, là, il réalise,
fucking Montréal, c'est de Hit City. Là. Moi, je le dis, ça fait longtemps. Là. C'est la meilleure ville au monde. Cet été, ça commence. Les gens, je le vois sur TikTok, sur Twitter. Là, les gens, ils veulent venir. Là. L'été prochain, ça va être encore pire. Nos étés sont incroyables. Tu sais, les Franco live, mettons, les festivals de jazz, tout ensemble. Tu sais, le Grand Prix, le Grand Prix parce que c'est un. Je suis pas tant un fan du Grand Prix, mais. Mural. Ouais, Mural, mettons. Tu sais, comme toutes ces shit-là, le pique-nique, tout. En même temps, la scenery de Montréal, le style, le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent ici, puis il faudrait garder ça de même. Les loyers sont trop hauts pour les artistes maintenant, mais genre, il y a d'autres quartiers que le Plateau puis le Myland. mais ouais, ça va juste devenir la ville la plus intéressante au monde. Genre, je le sais. La qualité de vie, puis moi, je trouve que c'est une ville vraiment bien balancée. Mm-hmm. C'est vraiment la balance que tout fait en sorte que c'est comme, waouh, on est bien. Ouais, mais les gens à l'extérieur commencent à le remarquer, comme aux États-Unis, en France, partout en Europe. Même, tu sais, j'étais allé au Sénégal, le monde, ils connaissent Montréal. Le monde, ils veulent venir à Montréal, puis même pas juste on some culture shit, genre. Moi, j'ai un plaisir coupable de regarder des vlogs de Français ou de personnes étrangères qui viennent au Québec puis qui se vloguent. Comme la vidéo a 50 vues, mais je l'écoute quand même parce que j'aime ça, voir leur perspective puis au travers de leurs yeux nouveaux. Ouais. Parce que, tu sais, ils remarquent des choses que, tu sais, oui, ils vont remarquer des écureuils, mais, tu sais, ils remarquent des choses que nous, on oublie. Ben oui. Tu sais, puis pour elle, la population cycliste à Montréal, c'est vraiment impressionnant maintenant. Tu sais, man, t'as des autoroutes de vélo constants. Ouais. Pour n'importe quelle population nord-américaine, tu sais, c'est impressionnant. Ben ouais, puis tu sais, comme moi, j'ai pas de voiture. J'ai déjà eu une voiture quand j'allais au cégep. Mais je pense que ce débat-là on oppose les vélos puis les cyclistes, puis les chars, ça aide personne. Ça règle rien. Je sais pas, moi je pense, tu sais, que je me rappelle la première chose quand je suis, mettons, tu sais, c'est une ville européenne, mais mettons, quand je suis arrivé à Amsterdam la première fois, j'étais genre saisi par la quantité de vélos. Ouais. Ça faisait aucun sens. J'étais comme, what the fuck? Puis je pense que Montréal, il y a des bouts de Montréal qui peuvent être comme ça. Après, quand t'as des habitants à Montréal-Nord qui sont zéro. Tu sais, je me demandais, j'ai failli tweeter ça, puis j'étais comme, est-ce qu'installer des pistes cyclables, c'est un move de gentrification, tu penses? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu penses que les pistes cyclables contribuent à la gentrification? T'as-tu déjà vu, je vais répondre à ça en disant, t'as-tu déjà vu des photos de comme Amsterdam il y a 60 ans? Non. Que c'était comme full pro voiture, Okay. puis tu voyais comme tout était fait pour la voiture. Mm-hmm. Tu sais, on aurait pu dire la même chose par rapport à la voiture auparavant, que la voiture était un signe de gentrification. Mm. Fait que c'est un peu comme. On dirait que ça revient. Ça serait facile de blâmer chaque nouveau mode de déplacement sur une idée de gentrification. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est tellement paradoxal que ça soit de la gentrification parce que c'est moins cher. C'est comme, c'est moins cher, c'est plus c'est simple. associé à, ouais, mais je sais pas, c'est associé à un mode de vie plus bourgeois, je pense. Peut-être de faire du vélo, mais même si ça coûte moins cher. Mais parce que moi, je pense que quand t'as les habitants d'un quartier genre les gens de Montréal-Nord, là, où est-ce qu'il y avait ces manifestations l'automne dernier, là, c'est pas les gens qui vont aller dans la rue vraiment souvent pour manifester, là, comme honnêtement. Là. C'est vrai. Ils travaillent comme c'est des gens que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le système de santé, qui habitent là, beaucoup de gens qui travaillent dans le côté plus industriel de Montréal. C'est des gens importants dans la société. Là. Ouais. C'est rare qui vont manifester. Puis là, ils étaient tous pas mal d'accord pour dire qu'on veut pas cette piste cyclable. Ouais. Moi, je trouve que je trouve que autant, mettons, si tu regardes des conseils de ville d'arrondissement, là, ils sont tellement. Comme à Annecy? Ouais, à Annecy ou whatever, mais il y en avait une, je me rappelle pas quand. Puis ils ont tellement un regard de on sait mieux que vous, qu'est-ce que vous voulez. Puis ça me frustre. Genre, ça vient me chercher. Puis quand je vois des gens dans la rue, un mouvement de fond de gens qui sont comme yo, moi, c'est important pour moi, ce parking-là. Je travaille, genre, je veux me parker là, j'ai pas envie. Puis ça va être vide, la piste cyclable, ils en ont mis une, elle est vide, whatever, dans ce quartier-là, qui est full loin du métro, qui est full loin de n'importe quelle infrastructure de transport structurante. Puis tu es comme, on va leur mettre une piste cyclable, ils vont trouver ça le fun. Je suis comme, ouais, non, je suis d'accord pour les vélos, mais ça, c'est écouter les gens. Ouais. Faut pas faire comme, non, on a une vision que vous comprenez pas encore. Je pense que, je sais pas, je pense que c'est du cas par cas. Mais overall, je suis pour les vélos. Mais à ce moment-là, j'étais comme, puis là, après, tu vas regarder les audiences du conseil de ville, puis ils sont tellement comme, je trouve qu'ils sont arrogants, les conseils municipaux, puis j'aime pas ça, genre, avec les gens. Je trouve qu'il y a plusieurs points par rapport à ça. De un, c'est le débat comme l'œuf ou la poule, dans le sens, est-ce que, tu sais, mettons, quelqu'un avait dit par rapport à Toronto, ils ont installé des pistes cyclables, mais t'as personne. Mais justement, comme le but, c'est d'installer des pistes cyclables pour que les gens se sentent plus en sécurité, tu sais. Fait on dirait que t'as l'argument des deux côtés. Il n'y a pas de vélo, fait qu'on va pas faire de pistes cyclables. Il n'y a pas de vélo, fait qu'on va faire une piste cyclable pour amener les vélos. Fait que c'est à savoir, il faut que les gens se sentent en sécurité d'abord.
Puis autre chose, j'avais lu des articles, je pense, sur le devoir de... Tu sais, ça coûte tellement cher stationner une voiture dans la rue. Ouais, Comme les coûts pour la société, c'est énorme, là. T'sais, on pense que c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit entretenir un pavé, puis c'est sûr que tout est chill, puis faire de la plage, juste l'espace. Puis on dirait un argument que j'adore quand j'ai des débats par rapport au vélo, c'est avec un automobiliste. C'est ouais, mais s'il y a un vélo sur la piste, il y a une voiture de moins dans ton trafic. Ça va être avantageux pour toi aussi, tu sais. Ouais, I guess. C'est pas direct de même, mais dans le sens où. I guess, je suis sûr, mais tu sais, comme. Le trafic, c'est pas une question qu'il y a trop de voitures, c'est juste. C'est des entonnoirs, dans le fond. Il va toujours avoir du trafic. C'est mélangé avec une croissance des voitures. Ouais, mais même à ça, même si on en avait moins, il y aurait du trafic. Parce que le trafic, comment il se crée, c'est à des points de jonction, des entrées, des sorties, où est-ce qu'il faut que le monde s'arrête pour laisser passer d'autres gens. Puis il y a du monde qui s'arrête pas, du monde. Genre, peu importe le nombre de chars qu'il y aurait du trafic. Peu importe le nombre de voies qu'il y aurait du trafic. Parce que c'est un phénomène physique, c'est pas un. Ben, je sais pas si c'est le bon mot de dire physique, mais c'est un phénomène comme humain, c'est pas un phénomène physique. Tu vois, je pense qu'ils ont dit récemment que Montréal a une croissance de la population fulgurante l'an passé, je pense 80 000 nouvelles personnes. Imagine si la moitié de ces personnes-là ont une voiture. C'est énormément beaucoup plus de voitures sur la métropolitaine et sur des carrés. Là, juste check Royal Mount, tu sais, au coin de la 15 puis de la 40. Qui va être un énorme centre d'achat complexe résidentiel, etc., qui va tellement amener de voitures. C'est comme déjà que c'est tout le temps jammé. C'est même pas proche d'un métro, hein? Mais là, ils ont fait la passerelle par-dessus l'autoroute qui est reliée à Namur. OK, ouais. Fait qu'ils ont rajouté ça au moins, mais fait quand que même... tu vas pouvoir marcher de Namur jusqu'à là? Ouais, dans un tunnel vitré par-dessus la 15, mais quand même, c'est pas 100% du monde qui vont y aller. Fait que ça va être... Puis tu peux pas élargir la métropolitaine ou autre. Mais ouais. Parlons de quelqu'un que tu as eu à ton podcast que je sens que tu es content de l'avoir eu, Jean-François Lépine. OK, ouais. Jean-François Lépine qui avait signé la préface de mon premier livre, Travailleur. C'est vrai, que j'adore. Que j'ai été à ton podcast pour ça. À quel point tu tripais d'avoir cette figure que tu as grandi avec à voir devant toi? C'était en, tu sais... Moi, je faisais des chroniques à Tout peut arriver l'année dernière. J'en faisais vraiment beaucoup. Puis je l'ai rencontré là. Puis moi, j'ai tout le temps... Moi, j'adorais ça à la radio juste pour les gens que je rencontrais, comme à Radio-Can. Puis là, je l'ai rencontré, puis direct, j'ai parlé. J'ai dit, yo, j'ai une podcast, faut que tu viennes. Il est comme, j'ai jamais fait de podcast. C'est ça, c'est sa première. Ouais. Puis là, j'étais comme, let's go. Fait que là, je le texte. Il est comme, ben là, j'ai fini mon livre. J'aimerais ça venir quand mon livre sort. Je suis comme, parfait. Puis, tu sais, c'était tout le build-up de ce moment-là. Là, il m'invite à son lancement de son livre. Puis c'était tellement surréaliste, c'était comme au bâtiment du Conseil des arts du Canada, là, devant le parc La Fontaine. Là. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un vieux bâtiment, j'arrive là-bas, tous des anciens premiers ministres, des sénateurs, des directeurs de chaires de recherche, tous des gens. Puis tu sais, je suis vraiment comme un espèce de virus, là, j'ai pas rapport, là. Je suis même pas habillé tant que ça pour être là, genre, j'ai pas... Puis j'essaie de faire du networking, je parle avec le monde, puis le monde sont pas tant réceptifs à moi, genre, je trouve, parce que je les connais pas. Tu sais, mettons, un directeur de chaire quelconque d'une université à Montréal. Là, je fais comme, ah, salut, moi, je suis toi, genre, j'essaie de savoir c'est qui. Puis, j'étais tellement supposé savoir c'est qui que t'as son collègue à côté qui est comme, ah, ben, c'est telle personne, directeur de telle chaire de recherche. Tu sais, c'était juste un monde académique, mais genre, next level, que je suis pas dedans, je connais pas les noms de ces gens-là. Puis, fait que là, j'étais comme un peu isolé dans ce fucking lancement. Puis là, random, tu sais, Jean-François Lépine était full, il était pas là. Là, il sort de où est-ce qu'il était, puis il vient me voir juste moi, genre. Wow. Puis là, ça a changé le regard de tout le monde dans cette pièce-là. Puis là, le gars qui me parlait, il me posait des questions comme « Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? » Fait qu'il a été généreux avec moi, genre. Puis tout, puis juste ce moment, je trouve que ça en dit beaucoup sur lui. Il y aurait plein de gens dans cette pièce qui auraient pu aller voir jaser, mais il est venu me jaser à moi, genre. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu. » Puis là, après, tu sais, la podcast, c'était juste après le 7 octobre. Fait que ça, c'est comme full... Ouais. C'était... Lui, il venait de parler de ça, tout le monde en parle. La veille, on est là. Faut qu'on en parle. Moi, je suis sensibilisé à la cause coloniale comme anticoloniale de la Palestine depuis le début. Genre, avec ma communauté, on parle de ça, ça fait des années. Tu sais, ça s'inscrit pas juste dans quelque chose qui s'est passé le 7 octobre. Puis il faut en parler avec une perspective plus large que le 7 octobre. Puis il faut y aller. Puis là, j'ai un journaliste de Radio-Can qui est de l'establishment médiatique qui est comme... Il couvre ça depuis vraiment longtemps. Ouais, puis il dit devant moi... Si on appelle le Hamas des terroristes, il faut appeler Israël des terroristes.
Puis là, j'étais comme, oh my God, voir qu'il vient de dire ça. Genre, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis tu sais, j'étais tellement content qu'il le dise. Là, j'ai le clip, là, ça fait le tour. Là, tu sais, il a tellement mangé des hits à ça. Genre, là, il était comme un peu, genre, je pense pas qu'il était habitué, genre, à dire des choses qui des partent vagues du web. Ouais, qui partent dans le vortex, qui se font même écouter en France, qui se font repost, reshare. J'étais comme, ouais, mais comme t'as dit de quoi de powerful, genre, faut que tu... Puis là, tu sais, mais t'entendrais jamais Jean-François Lépine dire ça au 98.5 ou à Radio Cannes, là. Jamais. Imagine son premier podcast, puis là, boum, il est déjà en mode podcast. Ouais, mais là, il devrait se partir du podcast. Mais c'était fou, puis il était gentil, il était généreux. Puis je trouve que il y a des moments que j'ai réussi... Tu sais, parce que justement, lui fait partie de l'establishment médiatique, puis il a une vue très occidentale de tous les enjeux, puis occidental impérialiste, je trouve, dans son discours, comment il parlait des choses. Puis il a dit à un moment donné, on parlait de la réalité néocoloniale en Afrique. Puis moi, je me préparais à aller au Sénégal, fait que j'étais quand même là-dedans. Puis là, il me dit, moi, je crois pas que c'est tout le temps de la faute des autres. Je crois que si des pays ont eu leur indépendance au milieu du 20e siècle puis sont encore dans la misère, c'est un peu de leur faute. Puis ça, c'est un discours qui est tellement pas connecté avec la réalité. Parce que, mettons, tu vas au Sénégal, là, le chauffeur de taxi qui m'amenait de l'aéroport à mon auberge la première fois, il était comme, ben, le port appartient à Vincent Bolloré, l'aéroport appartient aux Français, tout ça, tu sais, comme la réalité, c'est encore, on est dans le néocolonialisme, dans l'impérialisme. Fait que de faire à croire que, comme, mettons, le Sénégal prospère pas puis c'est de leur faute, c'est tellement absurde. Puis je trouve que j'ai bien fait parce qu'en live, je l'ai fait comme remettre en question son discours, puis il a nuancé son discours. Fait que c'était intéressant qu'il y ait eu ce niveau d'introspection en live. Je trouve que ça a fait un bon échange, mais encore une fois, moi, je suis full over-critique de mes performances. Je trouve que ça a pu être meilleur, mais... Ouais. Je comprends. For sure. C'était un honneur pour vrai. As-tu lu son livre, Les angoisses de ma prof de chemin? Ouais, je l'ai lu. Insane, hein? Ouais, j'adore ça. C'est comme un regard très wholesome dans la culture chinoise. C'était tellement bien d'intégrer comme notre relation au Canada avant pandémie, après pandémie. Je trouve que c'est tellement... Autant, c'est pas le pays que j'aime... C'est pas un pays que j'aime particulièrement visiter, même si j'ai visité une couple de fois. C'est le pays qui me fascine le plus à étudier. Parce que c'est juste hallucinant. C'est tellement riche en histoire aussi, c'est ça qui est fou. Les gens réalisent même pas. Là, on est tellement, tu sais, la ville de Québec a 400 ans, la Chine, elle a 4000 ans. Ouais. Leur influence sur le monde depuis toujours, de proche ou de loin. Puis je trouve que c'est tellement un pays fascinant à étudier. Tu sais, le fait qu'il dit qu'il dépense plus en sécurité intérieure qu'en défense extérieure. Puis ouais, puis ils ont une espèce de... Aussi, revenir à Israël, tu sais, comme... Tu sais, la Chine a full étudié comment Israël contrôle les Palestiniens. Là, ils ont full d'échanges d'intelligence avec le Mossad, là. Puis c'est pour ça que là, tu sais, la Chine, ils supportent la Palestine, mais ils sont pas très vocaux. Parce qu'il y a beaucoup de la technologie de surveillance du Parti communiste chinois qui est directement copier-coller de comment Israël moniteur. Mais toi, t'es allé là-bas, t'es allé à Gaza, non? Non, je suis pas allé à Gaza, je suis allé dans les territoires occupés. T'es allé dans le West Bank. Puis, c'était brutal pour eux. C'était tough. Je suis allé à Pâques. Ça, c'était nice de vivre Jérusalem à Pâques. Mais pour elle, c'était quelque chose. J'ai réussi à rester. Moi, je faisais juste du couchsurfing quand j'étais au Moyen-Orient. Puis ça, j'arrivais pas à trouver quelqu'un à rester avec qui rester à Jérusalem. Fait que là, mon couchsurfer de Amman en Jordanie, il a fait un message sur Snapchat, il était populaire sur Snapchat. Fait que là, quelqu'un m'a hébergé dans le vieux Jérusalem, une famille arabe. Juste, dès que je suis arrivé, juste de connaître leur réalité, c'est comme, faut qu'il y ait quelqu'un à la maison, sinon un Israélien va juste venir prendre possession de la maison puis planter son drapeau dans leur maison qui s'occupe depuis tellement longtemps. Fait que même s'ils ont une maison dans les territoires, dans le West Bank et à Jérusalem, il doit tout le temps avoir quelqu'un à la maison à Jérusalem. Sinon, ils la perdent. Ça, d'entendre parler de ses amis qui se sont fait tabasser par IDF, Israel Defense Forces, d'aller dans le West Bank avec lui puis voir la disparité des deux mondes, ça n'a aucun sens. Il m'a expliqué que certains endroits sont juste lawless parce que tu n'as ni l'autorité palestinienne qui couvre cette région-là, ni la sécurité israélienne. Fait que c'est comme la famille. Puis il y a un jeune qui venait de mourir, fait que c'était comme un hommage aux martyrs. Fait qu'il fermait les commerces, puis toutes les filles d'Instagram, c'était tout le même visage, mais j'étais tellement comme frustré de voir avec mes yeux cette inégalité tellement proche. Puis, tu sais, mon premier contact avec un Israélien à Tel Aviv, je marchais dans un parc, il est venu me voir, puis il a dit « Muslims are animals ». Oh my God.
J'ai pas demandé de questions. Unprovoked. Puis là, tu sais, j'essayais de réfuter. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, wow, il y a une haine tellement profonde au sein de la population. Puis justement, cette injustice-là fait en sorte que j'étais paralysé, je pouvais pas photographier. Comme j'ai très peu de photos d'Israël, parce que j'étais comme, je me sens tellement mal de tout ce que je vois, que j'ai comme un blocage émotionnel qui m'empêchait. Wow. J'ai pas été à Gaza, ça c'est encore next level, tu sais. Mais c'était vraiment révélateur de le vivre sur le terrain. C'est ça. Moi, tu sais, je pense que, ouais, à travers, mettons, les posts Instagram infographiques, informatifs sur la réalité, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés. Il faut regarder les documentaires qui ont été faits là-bas. Il y en a un, je ne me rappelle pas du nom qui m'échappe, mais comme voir la réalité. Puis avant, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Là? Genre, voir la réalité de la colonisation puis de l'humiliation constante que c'est. Puis tu peux même pas tant la comprendre, mais avoir une espèce de sentiment d'empathie peut-être un peu, c'est juste terrible. Moi, j'arrive pas à croire le monde qui sont sionistes, mais je comprends. Je sais pas. Tu sais... c'est fucked up. C'est fucked up. Parce que les gens, c'est ça l'affaire, c'est que faut jamais oublier que, tu sais, justement, comme tu l'as dit tantôt, pour analyser l'événement maintenant, il faut reculer way back avant le 7 octobre pour comprendre les dynamiques socioculturelles, puis démographiques, puis de pouvoir. Puis on oublie de faire ça. Tu sais, de reculer en arrière, puis de voir the bigger picture. Puis, tu sais, l'ONU, il y a un vote majoritaire il y a eu des votes majoritaires qui disent, si je me trompe pas, que les colonies juives sont illégales. Même le Canada reconnaît que les colonies juives sont illégales. Ben oui. Fait que, genre... Puis ça, mettons, tu regardes ça, genre la réalité de ça, mettons, dans le West Bank, de comme, dès qu'une famille juive s'installe dans un quartier, maintenant, il y a un gars qui passe avec un AK-47 armé tous les jours puis fait des tours de sécurité qui intimide les enfants. Juste ça, genre. Juste à cause qu'il y a une famille israélienne qui s'installe. Puis j'ai dit juive, mais j'aurais dû dire israélienne. Mais, tu sais, juste ça, c'est la terreur, là. Ça, c'est du terrorisme. Genre. Ouais. C'est vraiment de la terreur. Puis là, après, tu regardes, parce que ça, c'est l'aspect qui est moins couvert, mais mettons les riches Israéliens, qu'eux, ils prennent le sionisme sur leur dos, puis ils sont comme nous, on va faire la colonisation immobilière, puis on va racheter des propriétés, puis on va bet, puis à travers, tu sais, il y a un gars, là, un homme en particulier, je me rappelle plus de son nom, j'ai écrit un documentaire sur lui, que lui, il essaie de tout racheter, le fucking West Bank, puis il essaie de tout faire installer des familles sionistes, là, puis c'est comme... C'est ça, on n'en parle pas assez dans les médias, comme c'est de quoi d'économique, genre c'est de quoi de... Il y a du poids, tu sais, mettons, il y a Pivot Québec qui s'est comme incrusté dans une espèce de conférence pour vendre des propriétés à Gaza, genre qu'il y avait ici, c'est comme, ou dans le West Bank. Tu sais, ils sont déjà en train d'essayer de comme créer de la richesse de ça, c'est terrible. T'as des votes, t'as la Cour internationale de justice en train de considérer que c'est un génocide. Là. Puis tu sais, je pense que dans le discours d'appeler ça un génocide, pas appeler ça un génocide, les gens, ils parlent souvent du nombre de gens qui sont morts. C'est comme, c'est pas assez comparé proportionnellement au nombre de gens qui y a à Gaza pour appeler ça un génocide. Mais c'est pas nécessairement, c'est la démarche. Il y a un mot pour ça. Là, je me rappelle plus du mot, c'est un mot latin. Là, mais le discours médiatique, le discours des extrêmes qui sont représentés parlementairement en Israël, tout ça mélangé avec comme les tueries comme sans discrimination, genre les tueries sans chose gérées par des intelligences artificielles, comme ça, littéralement. Fou. Comme ça, c'est... Ouais. J'ai déjà raconté mon expérience à la frontière avec quand je suis rentré en Israël. Non. Fait que je passe la Jordanie en Israël. Je passe par la frontière terrestre. OK. Je prenais le dernier bus, parce que il y a quand même un segment que c'est entre les deux pays là, que tu arrives. Fait que tu sors la journée, puis là, tu prends un bus, puis là, tu arrives à l'autre, puis là, ils t'inspectent, puis tout. Puis, j'avais été en Irak avant, en Iran, fait que, je suis quand même suspicious. Puis là, j'arrive, puis là, c'est comme, juste assis-toi là. Puis là, je vois tout le monde passer, tout le monde de l'autobus passe, puis comme la frontière, elle ferme à genre 2h, 3h PM, puis après, t'as juste plus moyen de sortir. Il faut que t'appelles un taxi, puis j'avais pas l'argent pour payer un taxi cher, puis tout. Là, tu sais, moi, je faisais juste lire sur ma liseuse. Puis là, je passe pas. Puis là, ça faisait comme 1 heure que j'attendais. Puis le boss, c'est encore là, il t'attend, genre? Non. Le boss est parti. Les gens commençaient à partir, puis il restait presque plus personne. Puis là, je suis comme, c'est weird que, tu sais, personne n'est venu me voir. Fait que là, mon cerveau, après 1 heure de lecture, tu sais, je dois prendre une petite pause. Je sors mon téléphone. Je me connecte sur le Wi-Fi du poste frontalier. Oh my God. 1 minute après, ils sont venus me chercher. Ils attendaient juste
de un, qui offre du Wi-Fi gratuit à un poste frontalier avec un bon cœur. Fait que j'attendais juste que je me connecte au Wi-Fi pour qu'il puisse associer mon téléphone puis avoir les données de mon téléphone. J'imagine. Puis keep track de ce que tu vas faire. Puis après, ils sont comme, OK, viens, on va te questionner. Ils m'ont questionné 2 minutes. C'est comme, OK, pourquoi tu étais dans ces pays-là avant? C'est bon, tu peux partir. Wow, ça, c'est fou, ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est concret. Ils m'ont juste laissé quand ils avaient associé mon passeport à mon téléphone. Wow. Ouais. Mais c'est aussi une des armées les plus intelligentes dans le monde. Ça. Comme le système de surveillance très développé. Là. Ouais. T'as été au Sénégal pour couvrir la présidentielle. Ouais. Comment cette aventure et cette vidéo vont avoir un impact sur le futur de ta chaîne ou de la manière que tu fais les choses dans le futur? OK. Wow. Dans le fond, tout ça, ça part de l'idée que 2024, c'est l'année où il y a le plus d'élections. Puis en plus, il y en a une autre. C'est huge. C'est la plus grosse année de l'histoire de la démocratie. Fait que là, j'étais comme, OK, je veux couvrir des élections quelque part ailleurs qu'au Canada. Pas des élections américaines. Je veux aller quelque part. Puis là, j'ai vu qu'il y avait les présidentielles au Sénégal. Puis, je sais pas, j'ai comme juste commencé à m'investir là-dedans. Tu sais, je connaissais pas tant la culture sénégalaise, je connaissais pas tant l'histoire politique sénégalaise. Puis je pense pas que ma vidéo, c'était ça. Mais j'étais juste intéressé à aller là-bas. C'est à côté du Maroc. Puis je voulais aller dans un autre pays d'Afrique que le Maroc. Fait que j'étais comme, OK, je vais aller au Sénégal. Puis c'était juste une expérience. C'était comme une idée. C'était, je vais aller faire une vidéo là-bas. Puis je veux laisser les gens parler. Je veux même pas être dedans. Puis là, après, finalement, c'est transformé ce voyage-là en... Tu sais, comme... C'est intéressant parce que quand je suis resté là-bas quand même, genre 1 mois, genre. Mais j'ai tellement filmé, mais après, j'aimais tellement pas qu'est-ce que je filmais. Puis là, je rencontrais des gens, je les filmais, c'était tellement bon. Puis c'était même pas quand j'avais ma caméra, c'était genre quand j'avais mon cell, tu sais. Ouais. Je parlais avec du monde, puis j'ai filmé. Puis là, ce voyage s'est semi-transformé en... J'étais même plus là-bas pour ma vidéo, c'était comme une espèce de... C'était un voyage comme de développement personnel, juste de m'imprégner de ça. Fait que ça a donné une vidéo que je trouve lackluster. Genre, je trouve que ça aurait pu être une meilleure vidéo en tant que telle. Puis, fait que là, à la fin... J'étais comme, OK, moi, je veux construire un reportage. Je voulais même pas faire un espèce de long format chose. Puis là, à la fin, je réussis à, par le biais de Guillermo, qui était comme un coopérant espagnol qui travaille pour une ONG que j'ai rencontré là-bas, tu sais, qui rapidement, comme on a commencé à être ensemble dans le voyage, puis lui, il y avait une traductrice. Puis moi, je voulais aller, j'étais à une ville, Kaolack, je voulais aller à une autre ville, lui, il allait là, fait que j'étais comme, OK, bon, vous voyagez ensemble. Il restait là 3 jours, fait qu'on a pris le même hôtel, fait que là, on était genre ensemble. Puis lui, il collaborait des fois avec un journal espagnol qui s'appelle El Salto, puis il était comme, genre, j'aime qu'est-ce que tu veux faire, genre, je suis dans d'embarquer avec toi. Puis là, moi, j'étais comme, je veux interviewer des membres du PASTEF. Puis le PASTEF, dans le fond, c'était un parti qu'au moment que moi, j'étais là-bas, il était rendu illégal. C'était le parti de Ousmane Sonko qui était emprisonné au moment que moi, j'étais là-bas. Puis Ousmane Sonko, c'est comme l'espèce de... C'était l'opposant au régime en place qui ont emprisonné pour des raisons phonies. Ils ont mis toutes les cases contre lui. Finalement, il n'y avait rien qui se tiquait. C'était un prisonnier politique. Puis ils ont rendu sa formation politique illégale. Puis lui, Guillermo, il connaissait une femme qu'il avait rencontrée dans une autre ville parce qu'elle avait fait une entrevue pour El Salto, puis elle avait fait de la prison aussi, elle avait été prisonnière politique, puis il avait interviewé justement pour le journal, puis là, elle était là, puis on est allé dans sa ville, qui est Tivaouane, puis c'est une ville sainte au Sénégal, là, c'est une ville très religieuse, puis c'est un islam qui est différent, mettons, de l'islam marocain. C'est très intéressant, les dynamiques religieuses là-bas aussi, parce qu'ils sont plus... institutionnalisé, genre il y a comme plus une hiérarchie religieuse. On n'a pas ça au Maroc, mettons. Il y a des marabouts, genre, qui sont comme des figures importantes qu'on pourrait comparer à des pasteurs. Il n'y a pas ça au Maroc, mettons. Puis whatever. Mais fait que là, on arrive dans cette ville où elle est là, elle est dans la branche régionale du PASTEF. Il y a une rencontre. Elle fait comme, OK, ben venez à la rencontre. Puis elle avertit le chef de la rencontre. Puis là, on arrive là-bas, on est moi qui est comme marocain, puis mon ami Guillermo qui est espagnol, puis on a sa traductrice. Puis, tu sais, on arrive là-bas, on a l'air... Tu sais, c'est une réunion illégale, genre. Ils n'ont pas le droit de se rassembler pour parler de ça. Puis on arrive là avec nos caméras, nos micros, tout. Ils pensaient qu'on était la police. Là. Puis là, il fallait que je fasse une espèce... Genre, Puis il y avait comme 40 personnes. Il fallait que je me lève puis je fasse une espèce de speech sur j'étais qui, pourquoi j'étais là. Tu sais, c'était très formateur. Genre, tu sais, puis
quand j'étais là-bas, j'étais comme, oh my God, voyager, c'est une chose, mais voyager avec un purpose, c'est tellement une autre affaire. Ouais. J'étais comme, oh mon Dieu, je veux faire ça toujours, genre. Puis, fait que là, je les convainc de me donner une entrevue. Puis là, j'enregistre une entrevue avec le président régional du PASTEF de genre 40 minutes. Puis cette entrevue, honnêtement, le monde, tu sais, la vidéo, elle a pas bien performé sur ma chaîne, là, mais c'est correct. Genre, j'étais comme, je peux pas mettre cette entrevue au complet sur Internet. Mais moi, je voulais faire une vidéo de 12 minutes. J'étais comme, fuck it. C'est ça la vidéo au Sénégal. C'est cette entrevue avec cette personne qui a donné toute sa vie à l'engagement politique sénégalais, puis qui est full rationnel en ce moment, puis tellement charismatique, puis tellement éloquent. Je veux le diffuser sur ma chaîne au complet. Fait que là, j'ai comme tout scrappé que j'avais, puis j'étais comme, on diffuse ça. Puis j'ai mis d'autres, j'ai comme monté un peu. Puis là, c'était fou comme expérience. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma chaîne? Je sais pas, je voulais juste offrir ça. Genre, j'étais juste comme, yo, let's go, j'ai une chaîne YouTube, on fait ça. Genre, j'ai pris une pause. Parce que, tu sais, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance pendant 1 an et demi. J'étais comme, OK, je quitte ça, puis je m'en vais au Sénégal. Fuck it. Tu sais, à la fin de travailler dans une compagnie d'assurance, j'avais mal à la tête tous les jours. Je détestais ça. Genre, j'étais comme, tu sais, ça a été utile parce que ça m'a permis de comme sortir de mon espèce de spleen de pause YouTube, puis comme ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais la création, genre le artistry ou whatever, genre comme j'aimais ça, genre ça m'a pris d'être dans une compagnie d'assurance, comme vraiment détester ça pour réaliser à quel point c'était ma vocation, mettons, de faire des films ou faire des documentaires ou faire des vidéos. Fait que là, c'est ça. Je pense que c'était juste... pour moi, c'était un voyage, mais j'ai fait une vidéo, mais genre, c'était plus personnel aussi qu'autre chose. Tu sais, j'étais pas voyagé depuis longtemps, là, j'étais au Sénégal, c'est fou. C'est fou, ça me rappelle beaucoup, tu sais, mon gros voyage au Moyen-Orient. Puis, de un, c'est tellement gratifiant de découvrir la politique et la géographie avec tes pieds sur le terrain. Ben oui. Comme de prendre le pouls, puis de mieux comprendre, tu sais... Juste tout. Tu sais, moi, le fait que je connaissais rien du Moyen-Orient, puis quand je suis revenu, je suis comme, OK, là, j'ai une bonne base du Moyen-Orient, puis de comprendre les dynamiques, puis pourquoi telle personne n'aime pas telle personne. Ça reste avec toi, tu sais, comme moi, tu sais, comme je pense, quand j'analyse les situations politiques ou les situations genre impérialistes, j'ai tout le temps le rapport aux gens que j'ai rencontrés là-bas, tu sais, les Sénégalais, là, honnêtement, là, sont tellement plus politisé que les gens ici, genre en général. Là. Toi, t'es dans un bar, t'es dans un café, là, ça parle de politique, là, ça parle de... Tu sais, c'est tellement ancré dans la culture bien plus profondément. Tu sais, ils ont l'espèce de parler français, ils ont le verbe français, genre dans le sens qu'on parle beaucoup. Mais au Québec, ça a été... hijack par l'humour, genre, on fait beaucoup de blagues. On n'est pas vraiment comme tout le temps sérieux. Mais là-bas, c'était... Tu sais, j'étais arrivé, le taxi direct, là, il me parle, le port est contrôlé par Vincent Bolloré. Puis là, on parle de Vincent Bolloré. Puis je suis comme, let's go, tu sais, c'est le premier shot presque dans mon docu. Genre, je suis comme, yo. Et c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé là-bas, on m'a parlé de politique. Puis tu sais, il y avait des élections présidentielles. J'arrive, une semaine plus tard, le président Macky Sall, qui est plus président, il dit, ben non, à cause de whatever, il invente une raison phonie, on repousse les élections. Fait que là, il y a des émeutes partout dans le pays. Le Sénégal se fait éliminer en cours d'Afrique. Il y a des émeutes. Là, je reçois des courriels du Affaires mondiales Canada qui me dit « Sors pas de chez vous. » Là, je suis comme « Yo. » Là, je suis comme « Moi, je sors. » Je m'en vais filmer. Puis là, j'ai rencontré du monde là-bas. J'étais comme « Ah, il y a un gars qui a un drone. Il veut m'accompagner. » Là, j'appelle ma mère. Ma mère est comme « Non, Mounir, tu peux pas sortir. » J'étais comme « Non, je vais aller filmer les émeutes. » Mais tu sais, en même temps, j'avais pas de sécurité presse. Est-ce que j'ai pas filmé les émeutes? Finalement, j'ai pris du footage qui est en ligne. Est-ce que j'aurais dû y aller? Est-ce que j'aurais pas... Est-ce que je regrette de pas être allé? Je sais pas, parce que je pense... Tu sais, c'était dangereux, I guess. Puis, tu sais, c'est du lawlessness un peu quand il y a des full-on émeutes à Dakar, mettons. Mets ton micro. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux le tourner. Ouais, je sais pas si j'aurais dû y aller. Ouais, okay. Mais je suis pas allé. En fait. Et ça me fait penser à la révolution au Liban que j'ai couvert. Ouais. C'est fou le thrill. T'es-tu allé dans les émeutes? Ouais. Ouais, c'est... Ouais, je me suis acheté une veste par balle, puis je me suis acheté un masque à gaz. Puis le thrill dans un moment historique, c'est tellement spécial. Ouais. C'est un high de... Comme, tu sais, moi, je dis encore ce jour, dans mon top 3 projets que j'ai fait de ma vie, Révolution au Liban. Ouais, on avait parlé, ça, je me rappelle dans le podcast. Mais c'est ça, moi, j'avais pas de veste de je sais pas. Je sens que je me serais fait rob, peut-être, tu sais, comme ma caméra. Je sais pas. Je cours pas vite. Genre, j'aurais pas pu courir après la personne qui m'aurait volé ma caméra. Mais tu vois, la dynamique par rapport aux médias. En fait, juste être journaliste, c'est tellement spécial de pouvoir brandir un drapeau blanc. De comme, yo, moi, je suis impartial. Je documente, puis je suis là. Tu sais, le fait que pendant la Révolution au Liban, puis je suis sur la... En fait, je sais pas comment marche leur respect par rapport aux journalistes. L'affaire, c'est que ils ont un respect pour les journalistes indépendants.
Mais leur rapport aux médias, mettons, tu sais, comme les chaînes qui sont le plus écoutées, c'est des chaînes coloniales, c'est des chaînes françaises. Fait que c'est RFI, mettons, ou genre d'autres chaînes comme ça qui, pour eux, sont associées à l'Empire, tu sais. Fait qu'il faut que tu dises non seulement media press, mais genre independent press. Pas relié au pouvoir. Moi, c'est ça qui a calmé tout le monde quand je suis arrivé dans la rencontre. J'étais comme, je travaille pas pour un média occidental. Je suis complètement indépendant. Regardez ma chaîne YouTube. Là, tout le monde a fait comme, OK, tu vas pas venir nous caricaturer, tu vas pas venir parler de nous comme des extrémistes, tu vas pas venir... Fait que, ouais... Mais c'est fou l'accès qu'on peut avoir en étant comme neutre. C'est le fait que comme il y a un policier qui tabasse un révolutionnaire devant moi, moi, je peux être à 1 mètre de lui puis je me fais pas tabasser juste parce que je suis journaliste, tu sais. Comme quand le droit au journalisme est respecté, c'est quand même vraiment hallucinant. Mais il y a tellement de journalistes qui sont morts à gazon. Ouais, ça c'est une excellente... C'est juste le fait que, justement, les gens réalisent pas que... Tu sais, les gens me demandent si je me sentais en danger au Liban. Je suis comme non, parce que les révolutionnaires voulaient partager leur message. Les Ukrainiens veulent partager leur message ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Souvent, je dis en fait que si tu penses que tu fais vraiment quelque chose de bien, tu ouvres ta porte au journalisme, aux médias, tu essaies de partager le plus son message. C'est quand tu as un petit feeling que comme, tu fais quelque chose de mal que tu caches. C'est d'où pourquoi le journaliste du côté de la Russie, c'est plus difficile. D'où pourquoi je crois que les journalistes n'ont pas le droit d'aller à Gaza. Quelque chose qui doit être caché. T'es-tu déjà allé en Russie? Non. J'aimerais tellement ça aller en Russie. Ouais, ça va être incroyable. Jean-Michel Blais, il dit que c'est son endroit préféré à performer au monde. Des shows. Wow. Ça doit être tellement être fascinant parce que la Russie n'est pas comme qu'on pense. Ben non. C'est tellement multiethnique, c'est tellement de peuples différents qui vivent sur un énorme territoire que ouais, ça va être fascinant. J'ai une question que je voulais vraiment te poser depuis vraiment longtemps. Oh wow. En fait, depuis que je suis allé à ton podcast, c'est comment pour toi d'être musulman au Québec? Ouais. Ça varie de phase en phase. Honnêtement, moi, je m'étais comme mis un burden pendant longtemps, sûrement, depuis que j'avais comme rentré la vie publique. J'étais comme, faut que je présente cette expression occidentale de l'islam pour que les gens, genre, apaiser les extrémistes et tout. Puis je trouve que ça me mettait en opposition avec les gens, mettons, avec ma communauté, que je porte ce discours-là, parce que c'est comme si je présentais comme la bonne version du musulman, genre. Puis je trouve que c'est comme immature, c'était immature de ma part de parler comme ça. Mais être musulman au Québec, honnêtement, je pourrais pas te dire la vraie réalité parce que justement, mon père, il nous a pas tant élevés dans une islam full pratiquante. Tu sais, oui, on était musulmans, puis oui, genre, le fondement de mes valeurs est ancré dans des valeurs, genre, musulmanes. Tu sais, mais c'était... Puis, tu sais, ma mère, ça vient, tu sais, le parcours spirituel, ça vient avec des phases de ta vie. Tu sais, ma mère, maintenant, est bien plus religieuse que quand j'étais jeune, qu'elle avait décidé de divorcer mon père, puis elle était indépendante, puis elle s'accomplissait, puis elle s'actualisait, puis elle faisait sa vie en Amérique du Nord. Tout ça, c'était une grosse décision qu'elle avait prise, puis ça l'a fait un peu éloigner de sa foi. Puis là, maintenant, elle est revenue plus religieuse. Fait que quand j'étais jeune en tant que tel, du côté de ma mère, il n'y avait pas de discussion religieuse en tant que tel. Fait que j'ai pas comme le doigt dessus, genre, mais moi... C'est ça qui m'a le plus politisé, je pense, comme un moment, comme la charte des valeurs, c'était un crossroad. Moi, j'avais 15-16 ans, puis ça faisait aucun sens pour moi. Ça faisait aucun sens que de voir une femme voilée prof, t'avais peur que ça convertisse tes enfants. Pour moi, c'est tellement de quoi que c'est les médias qui créent, comme. Puis je pense que j'ai grandi aussi avec l'internalisation de toute cette haine, parce que comme je te dis, j'aime les commentaires, mais ça a été ça depuis que je suis jeune. Fait que, mettons, tu sais, un exemple parfait, il y avait une maison d'une famille syrienne qui avait pris en feu, puis ils sont sortis sains et saufs, heureusement. Puis dans tous les commentaires, c'était comme « Yo, il aurait dû tout mourir, il aurait dû tout... Wow. » Puis tu sais, j'ai fait un short là-dessus, je me rappelle, en 2018. J'étais comme « Yo, regardez ça, genre, c'est ça notre problème. » Puis genre, je le gardais en dedans de moi, genre, j'étais comme « Yo, genre, il me déteste. Genre, je sais pas, j'avais. Puis après, je pense que c'était pas aussi. Ça aussi, c'était immature comme genre généralisation, mais je l'avais dans moi. Puis ça a fait en sorte que quand j'avais 18 ans, maintenant, quand j'avais 19 ans, moi, j'étais vraiment en mode je vais aller vivre aux États-Unis.
J'aime pas le Québec. Je trouve que je suis un citoyen du monde. Je tenais ce genre de discours de gens de 18 ans. Genre. C'est très genre 17 à 20. Ouais, c'est ça. J'étais comme, moi, je veux faire de la radio aux États-Unis. J'en ai rien à battre du Québec. J'étais tellement fasciné par la pop culture américaine, le rap américain. Je trouvais tellement que c'était un endroit qui mettait de l'avant l'unicité des gens dans l'ouverture, puis dans genre, yeah, on est tous différents, mais on adhère tous à cette culture qui nous unit. Puis c'était ça, genre, c'était ça que j'aimais. Mais après, j'ai réalisé que j'étais fondamentalement québécois, puis qu'on pouvait recréer ça comme avec la culture québécoise. Fait c'est quoi pour moi être musulman au Québec? Je trouve que je l'assume pas aussi pleinement, genre. Je pense pas que je suis là comme à revendiquer les choses ou à être sur Twitter. Tu sais, maintenant, il y a une grosse vague. Les gens, ils ont réalisé qu'il y a de l'engagement à faire pour poster des prières publiques, OK? Fait que là, c'était l'Aid, genre lundi ou dimanche. Puis là, il y a eu plein de prières dans des parcs, à Annecy, à Laval, whatever. Puis le Rebel News va là-bas, les films, les met sur Twitter, tout le monde s'offusque. C'est un mouvement, ils veulent nous coloniser, nous remplacer. C'est une démarche politique, faire des prières publiques. Tout, puis c'est comme, non, vous réalisez pas qu'il y a des prières dans des parcs depuis comme fucking 25 ans, genre. Comme c'est it's been happening. C'est juste que les médias puis les médias sociaux, ça crée cette réalité qui fait. Puis est-ce que je suis là à aller sur Twitter puis à défendre ma communauté? Est-ce que j'utilise ma parole pour faire comme yo, vous avez pas raison? Tu sais, comme moi, chaque fois que j'ai pris parole sur la Palestine sur Twitter, je me fais traiter de terroriste, tu sais. Fait que j'ai comme... Ça m'a pris beaucoup pour genre... C'est du self-centered de penser comme, je me fais traiter de terroriste, fait que je devrais pas, ça me blesse, ça me gosse, genre de me faire... Mais c'est full self-centered, genre. Fait que je me détache de ça aussi, puis ça a été d'aller à des fucking manifs, de voir des familles palestiniennes qui sont là, genre, pour leur fucking famille, genre, puis j'étais comme, oh my god, me faire traiter de terroriste sur Twitter, ça change. Genre, c'est dans le bigger picture, genre, ça change tellement rien. Genre, le nombre de gens que je peux toucher à tweeter là-dessus ou à poster des stories là-dessus est tellement... Puis ça a été une réalisation que j'ai eue comme récemment. Parce que moi, j'étais beaucoup caught up aussi avec YouTube puis tout dans le self-obsession. J'étais self-obsessed. Ça a pris du temps avant de décrocher de ça. Puis je trouve que j'ai encore des séquelles de ça. Comme ça, mettons, d'avoir peur de tweeter parce qu'on va me traiter de terroriste. Genre, c'est comme tellement self-obsessed. Parce qu'à la fin de la journée, ça change rien dans la vie de personne. Mais je trouve justement, on en a parlé à ton podcast, mais je trouve que le problème avec les populations occidentales par rapport à l'islam, c'est il y a une distance. Exact. Puis il y a un manque de dialogue. Puis ce dialogue, tu sais, je serais prêt à dire que la majorité de mes amis n'ont jamais pris un café avec un musulman. Juste le fait d'échanger. Tu sais, Ricardo l'a dit, on en a parlé avant ici, mais Ricardo en a parlé au podcast de François Legault, qu'une fois que tu partages un repas avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas respecter l'autre personne, parce que tu vois son humanité, t'es comme, t'es pas si pire que ça, finalement, etc. C'était fascinant parce que, avoir passé autant de temps au Moyen-Orient, j'ai vu sur le terrain, puis je me suis fait expliquer des choses, par rapport au hijab ou par rapport à d'autres valeurs, que je suis comme, OK, wow, je l'avais pas vu de même. En plus, quand j'étais revenu, je sais pas, je t'avais dit ça, mais quand je suis revenu, j'avais fait un sondage sur Instagram. Est-ce que le respect est plus important pour toi ou la liberté? Parce que justement, en cours de philo, on apprend que tout est une échelle de valeurs. Les sociétés, les individus, comment ils s'ajustent. Es-tu plus familial? OK, tu vas avoir moins d'amis. Etc. Puis les gens avaient répondu énorme à ajouter respect. C'est fou parce qu'on dirait que c'est une valeur qui guide beaucoup l'islam. Puis du moins les communautés au Moyen-Orient. Oui, il y a certains pays qui sont plus intenses par rapport à l'application de la loi islamique au sein des politiques gouvernementales comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan. Mais les femmes au Moyen-Orient, qu'elles soient hijabées ou pas, vivent un plus grand respect que je trouve ici dans le sens où j'ai pas vu de catcalling en 10 mois au Moyen-Orient. Comme un respect de l'autre qui est tellement... Puis on dirait que tout est une question de perspective aussi. Puis je trouve que justement, si on avait accès à plus de rencontres avec des personnes de foi islamique, etc., les gens comprendraient mieux parce que je trouve qu'il y a justement cette distance qui nous sépare. Puis... Mais je pense aussi que, c'est juste la nuance aussi, comme il y a des gens de toutes les origines qui catcall, il y a des gens de toutes les upbringing, de toutes les religions, comme
c'est juste, c'est des constructions médiatiques. C'est ça qui, tu sais, on a une industrie qui run à l'attention, à l'engagement. Québécois a fait ça pendant 15 ans. Tu sais, on est le byproduct de ça. Non, mais pour vrai, c'était ça. Tu sais, comme les médias étaient sur Facebook, c'était juste ça. Ah, article sur les musulmans, article sur le hijab. Mathieu Bocoté, tu sais, il y a littéralement quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise sur Richard Martineau et l'islam, genre. Comme, puis qui a analysé comme 350 chroniques de Richard Martineau, là. Je sais de même, là. Tu sais, comme c'est deep, deep, deep. Moi, je pense, oui, il faudrait que les gens se parlent, puis il faudrait que les gens soient comme indulgents, genre, puis, mais c'est tellement difficile parce que les médias sont, tu sais, c'est vraiment les médias. Le problème, le problème. Puis, tu sais, après, moi, j'ai quand même un syndrome de l'imposteur, justement, que j'ai essayé d'écrire un peu au début, dans le sens que, est-ce que je suis la personne la plus well-versed pour, genre, vulgariser des enjeux islamiques, des réalités islamiques? Je pense pas. Non, mais tu l'es. Fait que tu l'es beaucoup plus. Le fait que t'es musulman puis que tu vis dans une certaine communauté, t'as toute cette expérience que 99% des Québécois n'ont pas. Ouais, mais c'est ça, mais elle est plus. Elle est vécue plus qu'intellectualisée, mettons. Mais c'est correct. Tes expériences à toi sont valables, sont valides. Mais c'est ça, mais des fois, j'ai peur de me parler comme on me dit, genre, en tant que musulman au Québec, puis genre, des gens musulmans qui sont comme, ben yo, ce gars-là, tu sais, comme mettons live, tu pourrais facilement faire un jugement sur le fait que je porte des shorts par-dessus mes genoux, genre, tu comprends? Là, il y a un faire, ah, toi, tu t'appelles musulman. Ouais. Mais tu sais, mais je sais pas, man, moi, je suis pas grandi dans une. Tu sais, j'ai un nom, tu sais, c'est drôle parce qu'après d'être allé au Sénégal, je suis allé au Maroc voir ma famille un peu, si je sais pas aller depuis longtemps. Puis j'ai un oncle comme full religieux, là, il est tellement drôle, mais c'est comme, tu sais, c'est sa vie dans le fond, genre, c'est comme vraiment ça. Puis c'est du moment, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport, du moment que j'étais arrivé, c'était comme les leçons islamiques, tu sais, du début à la fin. Puis là, je l'avais pas vu étant adulte, vraiment, cet oncle-là. Je l'ai vu plus adolescent, peut-être début de jeune adulte. Mais là, tu sais, je suis plus vieux. Puis là, j'y parlais, puis c'est plus un échange. Puis tu sais, j'y ai demandé comme moi, mais toi, est-ce que t'as tout le temps été comme ça? Puis genre, tu sais, il m'a candidement répondu comme non. Genre, ça a pris à 35, 36 ans avant, je faisais de l'adultère, je buvais de l'alcool, je faisais ci, je faisais ça. Puis tu sais, j'étais comme, wow, c'est tellement honnête, genre, tu sais, c'était tellement, tu sais, j'avais tellement pas cette image de lui, fait que tu sais, même la personne la plus religieuse que je connais, genre, c'est dans le fond, tu sais, c'est le cœur qui compte. Genre, moi, ma perspective sur la spiritualité, c'est que Dieu, moi, je crois en Dieu, mais genre, Dieu connaît mon cœur, genre. Puis on va y aller avec ça, genre. Je pense que mes actions, ils sont importantes. Puis mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, c'est important. Puis après, tout le dogme, puis tous les livres, puis les genre tout ça, genre, c'est comme, c'est pas mon délire, genre. Mais c'est important d'avoir un bon cœur. Je comprends. Fait que t'es la meilleure personne à qui demander ça. Ouais, OK. Parce que si j'ai bien compris, grandi à Laval, déménager à Montréal, retourner à Laval. Puis là, déménager à Montréal. OK, là, t'es retourné à Montréal. Mais peux-tu nous donner toutes tes bonnes adresses à Laval? C'est quoi comme tes go-to spots? Mais c'est pas c'est pas de la fine cuisine. Non, mais on veut le vrai. Si t'es un adolescent, t'es hype, va au Voltigeur sur Renaissance à Laval. C'est du génie. J'aime le caram, genre des fruits de mer marocains. Mais je pense que c'est des Marocains qui ont ça, des Algériens. Sur Saint-Martin. J'aime. Tu sais, c'est comme. Mes meilleurs spots à Laval. Parce que je suis pas tant quelqu'un de épicurien comme ça. Je suis plus maintenant, mais quand j'habitais à Laval, j'étais pas comme ça. J'allais au McDo, puis le Mirage, mettons, sur Saint-Martin aussi. Tu sais, c'est genre des classiques spots où tu prends genre un spaghetti au smoke meat, là, genre au Duns ou whatever à Laval sur Chemin. Tu sais, moi avant j'aimais La Stanza, ça a fermé. Quoi d'autre? Le Gérard Patate sur Cartier, c'est du génie, c'est la meilleure poutine au Québec. C'est un gros statement. Ouais, non, and I believe it. Ouais. Puis en plus, Laval a tellement changé. Ouais. J'ai réalisé ça. Parce que j'étais allé à Laval samedi, c'était ma réunion de 10 ans de secondaire. Oh, wow! Fait que ça, c'était fou. Puis là, il y a un gros building qui est ouvert derrière le métro Montmorency, l'espace Montmorency, qui est en construction. Puis il y a comme une terrasse rooftop, bar, mais c'est du faux chic. Genre, c'est intéressant. C'est très Laval, en fait. C'est Laval codé. Genre, ils ont essayé de faire comme de resto UP, mais c'est Laval.
Puis c'était nice. Mais c'était fou la réunion de 10 ans de secondaire. T'es-tu allé à ta réunion de 10 ans Non, de c'était secondaire? pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie. Yo, moi, j'étais allé là, c'était comme. C'était fascinant, genre. Parce que c'était plein de gens qui, comme. Moi, j'étais allé là-bas, je pensais que personne allait show up. Puis moi, je connaissais les gens qui organisaient ça. J'étais dans un groupe chat d'organisation, mais j'ai pas participé. Fait que j'avais peur que le monde show up pas. Fait que j'étais comme, OK, je vais y aller. Au pire, genre, ce sera. Moi, je vais être une personne de plus. J'avais peur qu'on soit comme 15, genre. Parce que sur l'event Facebook, il n'y a pas de gens qui ont mis qui allaient, genre. Fait que j'étais comme, ça va flop, ça va flop. Yo, j'arrive là-bas, il y a genre 150 personnes, genre, comme tout le monde était là. Puis je réalisais, c'était tellement de gens que comme j'avais Fallout avec, mais pas que genre, c'est juste la vie qui fait ces choses, genre. Puis j'étais tellement content de les revoir, genre. C'était comme. Puis rapidement, j'ai trouvé que. Tu sais, comme, je pense que faire le secondaire, pas. Puis je pense, il y a plein de gens qui n'ont pas un bon rapport à leur secondaire, là. Puis c'est normal. Mais moi, j'ai comme. Je suis chanceux, I guess, je sais pas. C'était plein de gens que, genre, j'étais content de revoir. Puis rapidement, c'était comme si on s'était jamais, genre, comme pas parlé pendant 10 ans, tu sais. On se parlait, je sais pas, ça me, genre, c'était très le fun. J'ai aimé ça. Sinon, ton parc préféré à Laval? Oh, OK. Mon parc préféré à Ou tes Laval. parcs? Ouais. Ben, le centre de la nature, c'est un classique. Ouais, c'est gros, hein? C'est fou. C'est huge. Après, moi, ça, c'est. Je connais pas le nom de ce parc-là, OK? Mais on appelle ça le quai, OK? C'est dans le vieux Sainte-Rose. C'est un petit parc qui sent un nom, là. Mais tu vois là, c'est sur le bord de la rivière des Mille-Îles, puis il y a un long quai. Puis là, tu peux chiller sur le quai. C'est entre. C'est après le pont de la 15, là, mettons. Genre, c'est plus à l'est du pont de la 15, puis de Curie-Labelle. C'est à l'est de Curie-Labelle. Mais mettons, tu prends le boulevard Sainte-Rose, puis tu tournes sur des Patriotes à gauche. Fait que les gens de Laval. Puis là, il y a un parc avec un quai. Si on allait tout le temps là-bas. Sinon. Mais juste le vieux Sainte-Rose, c'est tellement mignon. Ouais, c'est full mignon. C'est full mignon. Genre, c'est fou que t'as un petit village, genre, pas d'antan, mais tu sais. Ouais, puis parce qu'avant, mettons Pont-Viau puis le vieux Sainte-Rose, c'était pas connecté par une ville. Il n'y avait pas tout ce développement entre les deux. Fait que tu peux trouver dans les archives de la BNQ ou même à l'hôtel de ville de Laval des annonces pour des chalets à vendre à Sainte-Rose. Tu sais, avant, c'était comme une ville que les gens de Montréal avaient leur chalet là. C'est fou, ça. Puis tu peux voir le prix dérisoire, le fucking 900$ pour un terrain. Là, t'es comme, what the fuck. Sinon, un autre parc? Ben, le parc Courseul, c'est le parc de mon enfance. Ça, c'est à Laval-des-Rapides, c'est à Chemédé, en fait. Le parc Gagnon, ça, c'est sur le bord de la rivière des Prairies, fait que c'est au sud, c'est de l'autre bord. J'aime ce parc-là, parce que c'est sur le bord de l'eau. Moi, j'aime les bords d'eau. Ouais, mais Laval, c'est fun pour ça, tu sais. Ouais, exact. Puis, c'est pas mal ça. Le parc Chopin, c'est le parc de mon adolescence. Le parc Champfleury, j'ai passé beaucoup de temps là. Sinon, si, mettons, je te disais, ta journée de fête, on la passe toute à Laval, puis on fait tes activités préférées. C'est quoi, à quoi ressemble cette journée-là? Real shit, j'ai de l'argent, là. Ouais. Le budget limité, on loue, je sais même pas si c'est encore ouvert, Acrosport Barani, genre. Ça, c'est du génie, là. C'est des trampolines, genre. Wow. Il y a un pit de mousse. Genre, j'étais allé au camp de jour à Acrosport Barani quand j'étais jeune, fait que genre, j'allais full là. Je suis capable de faire un backflip sur une trampoline, les gens ne me croient pas quand je dis ça. Wow. Mais après, on sort au bingo, man. Il y a plein de bingo à Laval. Je serais dans d'aller au bingo. Puis on finit ça au Centropolis, genre dans un bar random. J'aime ça aller au cinéma aussi. Peut-être au cinéma Colossus. C'est celui avec la classe coupe volante. Ouais, c'est à côté de chez nous. Ben, mon ancienne. La maison de mes parents. Ils ont construit une piscine à côté? Ouais, là, ils ont construit un gros centre de natation. Ouais. C'était fou de voir la construction, genre la rondeur quand tu passais sur l'autoroute. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on fait. On s'en va au Acrosport Barani, après on va au cinéma, après on va au Centropolis manger. Puis là, après manger au Centropolis, je sais pas. Je connais pas tant. Ça a beaucoup changé là, il y a beaucoup de nouveaux spots. Il y a comme un spot de Giro nice, je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Mais un spot de Giro, il y en a pas beaucoup. Moi, j'ai travaillé au Walmart à côté du Centropolis. Ça a été ma job en secondaire 5. Travailler chez Walmart, c'est le fun. Quand j'ai commencé le cégep, j'avais 5 pratiques de foot par semaine. Puis là, la gérante, j'ai dit, je peux juste travailler le jeudi soir puis le dimanche soir. Puis le dimanche dans la journée. Puis là, elle m'a regardé puis elle m'a dit, Mounir, il va falloir que tu choisisses entre le Walmart et le football. Tu sais, c'est qui Hugo Meunier? Ouais, c'est qui Hugo Meunier? Ancien journaliste de la presse qui est rendu le gros journaliste de Urbania. OK, ouais. Lui, je pense qu'il a travaillé comme au Walmart pendant des mois puis il a écrit un livre là-dessus. Genre du journalisme d'immersion. Ouais, c'est du new journalism. C'est vraiment impressionnant quand quelqu'un fait ça. Ouais.
On les remercie tellement d'être venus aujourd'hui. Yeah, let's go, man. Merci à toi, c'est full le fun. J'ai même pas effleuré la moitié des sujets que je voulais effleurer. Ok, nomme un sujet live que t'as. Attends, je vais essayer d'en trouver. Parce que mettons une qui va pas prendre une heure, là. Tu penses que Guillaume le Métivier a fait exprès ou pas exprès? Yo, bro, moi, je pense, OK, que c'est un psy-up, OK? Je pense que c'est les fucking francs-maçons qui sont derrière ça, OK? On va finir. Non, mais je sais pas. Moi, je veux lui parler, je veux savoir. Oui, je pense qu'il a fait exprès. Non, je sais pas. Ça, c'est vraiment ma réaction en live, ça a été qu'est-ce que je viens de vous faire? J'ai aucune idée, mais c'est du génie, c'est du performance art. Genre, il a impacté la société. Je pense que, genre, pour avoir un regard comme pas pessimiste sur la vie, faut faire dire que tout le monde performe. Fait que ça, c'était une performance. Il nous a donné un moment sociétal. Genre. J'en parlais avec Zach Zoya, puis Zach Zoya, il pense qu'il a pas fait exprès. Puis dans son argumentaire, tu sais, Zach étant très. Un cerveau très scientifique. Il a analysé le type d'arbre et donc l'écorce et l'écriture sur l'écorce, si ça pouvait se faire vite ou pas vite. Je suis comme, wow. Et donc, sa conclusion, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Non, yo, bro, c'est son terrain, de son chalet, il y a un arbre parce qu'il y a le N-word écrit dessus, comme, c'est tellement bon, genre. On dirait que tu peux pas inventer ça, tu sais. Littéralement. Mais ouais, c'est un psy-up, c'est Georges Soros qui est derrière ça, tout le monde. Fait que c'était ça le dernier sujet. Merci, Mona, j'apprécie beaucoup. Merci, Drawster, tout le monde. J'adore ses livres. C'est de la décoration. C'est tout le monde est comme, les saisons de Montréal. Ouais. Puis j'aime ça que ton livre sur le monde, c'est focus sur les gens, mais ton livre sur Montréal, c'est focus sur les lieux, genre. Ouais, c'est vrai, hein? C'est intéressant. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas focus sur genre les travailleurs de Montréal. Le prochain, c'est sur les gens ici, avec des gens. OK, c'est ça. Ouais. Scoop.